toutes, bonjour à ceux qui sont sur le live YouTube, sur le replay du YouTube. Nous sommes le 29 juin, le dimanche 29 juin 2025, et on débute on refait les médias, qui sera aussi une sorte de récap des médias de la semaine, puisque, comme on le voit à l'image, j'ai un petit bronzage qui fait que je suis parti en vacances une semaine avec des amis en Crète. Et alors j'espère être en forme. Je me suis reposé aujourd'hui parce qu'on a eu un transfert de la mort cette nuit parce que on était en Crète et pour rejoindre Héraclion, on a dû se lever à 3 heures, enfin même pas, à 2 heures du matin pour prendre le bus à 3 heures. Donc ça a été très très chaud, assez fatigué, mais je me suis dit, on a eu une semaine très chargé en actualité média. Donc je voulais voilà vous faire un petit live média pour venir un peu sur les dernières infos qui sont tombées ces derniers jours, ces dernières heures pour certaines, parce qu'il se passe voilà, des choses. On est vraiment là dans le cœur jusqu'à peu près jusqu'aux audiences radio qui arriveront à la mi-juillet. Mais on devrait avoir vraiment un gros moment encore média qui devrait arriver. Le mercato est en train de se roder petit à petit. Et donc voilà, je voulais vous proposer un petit live tranquille, sans prise de tête. On discute, on échange, on revient sur les grosses actus qu'il y a eu récemment. Il y a pas mal de petits sujets, hein, comme voilà, les futures émissions d'Olivier Mine. Je vous fais un peu le sommaire. Les futures émissions d'Olivier Mine. On va regarder rapidement ce qu'il en est, les sujets qu'il va aborder, les émissions qu'il va récupérer. On évoquera évidemment le futur de la matinale de France Inter. Est-ce qu'elle sera compétitive, les départs, les arrivées, comment elle va se construire, le fait que Nicolas Demorand sera toujours présent au sein de cette matinale-là. Alors, je vais me remettre juste, par contre, un peu de clim parce que, et ça fait un peu de bruit, je vais essayer de, voilà. On va mettre un peu, parce qu'il fait un peu chaud, hein, c'est la canicule aussi ici. On reviendra quand même sur Frontière qui a attaqué Élise Lucet et Cache Investigation qui a riposté sur les éléments qui ont été présentés, le fonctionnement même des fausses informations, la manière dont elles ont été présentées. Salut Kenza, j'espère que tu vas bien. Euh, on fera un petit point à BFM TV. Où est-ce qu'on en est? Donc ça sera le petit point à BFM TV. On évoquera l'annulation du licenciement de Stéphane Guy, dont j'aurai un rôle dans toute cette histoire-là, à mon époque. Oublie pas l'éventail. Ouais, ouais, je sais qu'il fait chaud, Thomas. Je sais, tu m'as déjà dit que on voit que je brille, je brille. Après, il y a le bronzage hein, qui compte. Il y a le bronzage. Christine Kelly sur Europe 1, la station Europe 1, quoi elle ressemblera. On viendra aussi sur cette affaire qui est dans Secret Story, l'intervention de la production pour des cas de harcèlement. C'est assez intéressant. Fais monter, s'il te plaît. Fais monter. Boccolini évincé des enfants de la télé. On évoquera question pour un champion, ce qu'il en est, son avenir, les possibilités. Et si on a le temps, on va préparer ensemble les catégories du top de la saison en fonction de si on est en forme ou pas. Belle question, tu fais aussi des lives Twitch ou YouTube. Bah là, je suis que sur TikTok. Avec quand même un objectif d'atteindre les 10 000 abonnés, Thomas. L'idée quand même, c'est que là, je suis en train de grappiller petit à petit. Mais j'ai pas encore de logiciel qui me permet de diffuser sur Twitch et sur YouTube. En général, je mets le replay sur YouTube de cette petite émission On refait les médias, hein, qu'on fait vraiment de manière très familiale et interactive, dans lequel où je réponds à vos questions. On parle aussi d'éducation aux médias, du combat face aux fake news, du fonctionnement des médias et de son actualité et son décryptage. Salut Thomas! Donc je vous propose de commencer. Donc c'est tombé la semaine dernière, c'était le patron d'M6. Je vais m'abonner sur YouTube maintenant aussi. Merci, je reste concentré maintenant. Yes Thomas, mais n'hésite pas à intervenir, hein. C'est des lives où on peut interagir comme ça. Donc le patron David Laramendi, sur YouTube, je fais encore une petite parenthèse, sur YouTube, je n'ai vraiment rien mis en perspective. La chaîne Florent Guadeloupe, c'est tout simple, c'est facile. Et c'est que les vidéos qu'on retrouve sur TikTok. Mais c'est pour toucher aussi un autre public. Pourquoi Olivier Mine a quitté France 2? C'était la star, lui, là-bas. Salut Son Goku. Alors, Kevin, Olivier Mine s'est expliqué lui-même, estimé ne pas être assez mis en valeur, en avant par France Télévisions. C'est un choix personnel qu'il a fait. Il avait Fort Boyard, il avait un jeu en quotidienne, mais je pense qu'il avait envie d'être davantage exposé. Et là où David Laramendi, donc le nouveau
nouveau patron d'M6 avait une vocation de faire grandir, et on en parlera, hein. De toute façon, à M6, on va en parler tout l'été, de ce mercato, de cette vocation de créer un mastodonte sur M6, une chaîne qui va être ultra compétitive. Aller chercher un Olivier Mine qui reste populaire avec du coup plusieurs choix d'émissions, c'est un choix qui est du coup intéressant pour lui. C'est-à-dire, certainement, si M6 ne lui avait pas proposé cette offre-là, il n'aurait pas basculé. Peu aimé par la chaîne et le groupe, et je pense qu'il n'a pas tort. Voilà son Goku. T'as résumé à peu près. Salut François. Ouais, il aura des primes. Du coup, on sait qu'il va récupérer le maillon faible. Donc ça, c'était aussi la grande vocation. Il va faire de la radio, peut-être, peut-être. On sait que c'était la grande vocation d'M6. Ils avaient essayé de relancer. Alors, c'est un format, voilà, le vieux format présenté par Laurence Boccolini à l'époque sur TF1, qui était un vrai carton, qui faisait l'Access. Ensuite, qui avait été récupéré sur C8, notamment animé par Julien Courbet. Le format n'était détenu par plus aucune chaîne, plus du tout produit par qui que ce soit. Et donc, M6 l'avait récupéré la saison dernière pour faire un test avec euh, comme il s'appelle, Vincent De Dienne. Et c'était plutôt un succès. Vincent De Dienne, ça a toujours été son rêve, hein, un grand fan. M6, il nous offre le meilleur mercato télé depuis des années. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, David Aramendi, il met le paquet pour faire en sorte que ça fonctionne. Donc Olivier Mine au maillon faible, ce n'est pas pour lui. Ah bah, moi je propose Son Goku qu'on lui laisse sa chance, qu'on lui laisse l'occasion. En tout cas, voilà, M6 a vu que ça avait fonctionné avec Vincent De Dienne. Avec l'arrivée d'Olivier Mine, je pense que c'était une proposition. M6 veut vraiment retrouver un cœur avec les jeux télévisés. On l'a vu avec la roue de la fortune. Euh, on le voit que voilà, Eric Antoine ne peut plus tout faire. Peut-être même une vocation à ce que Olivier Mine prenne à un moment ou un autre un programme d'Eric Antoine. Donc on peut voir vraiment des basculements. Donc c'est assez intéressant. Est-ce que par hasard tu pourrais faire des vidéos avec les récaps du mercato? Bah ouais, ouais, Thomas, c'est une bonne idée. Je peux en faire une. En vrai, il est tellement long, ça ferait peut-être des vidéos de 5 minutes. Mais alors, je pensais le faire au courant de l'été pour pouvoir se dire ce qu'il en est, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de mouvements. Et donc, un mercato qui a du mouvement, c'est aussi une télévision qui essaie de se renouveler. Alors, il y en a qui sont plus ambitieux que d'autres, il y en a qui n'arrivent pas à recruter non plus, mais c'est jamais aussi simple. Le groupe M6 va remonter très fort, je pense. En tout cas, Van, on sent que c'est le projet de David Larramendi qui veut imposer sa patte avec un Olivier Mine, avec un nouveau format donc qui s'appelle Pandore. Alors, je l'avais pas en tête, je l'ai ici. Donc le Pandore qui est du coup produit vraiment maison par Studio 89, donc Studio 89 qui est la boîte de production d'M6. 12 candidats seront plongés dans un univers attendez, de la mythologie antique. La boîte de Pandore sera au cœur du jeu car elle contiendra chaque jour les noms des deux joueurs maudits. Pour échapper à l'élimination, les deux participants s'affronteront lors d'épreuves basées sur des mythes grecs. En cas de victoire, ils pourront alors échanger leur sort avec un autre joueur qui risque à son tour d'être évincé du jeu. Donc on a un jeu qui, pour le coup, est neuf, est jeune, peut donner un nouvel. En vrai, c'est assez enthousiasmant pour le téléspectateur. Et il faut aussi qu'on fasse un récap de l'Access de septembre. L'autre va être exactement. Non, mais je devrais tous me noter vos idées. Elles sont exactement vraies. C'est vrai que la bataille de l'Access va être très très intéressante en septembre prochain. On verra vraiment comment ça fonctionnera. En tout cas, voilà, Pandore, c'est un programme qui a l'air très très ambitieux. On aura évidemment là ce format Quel est l'âge de votre cerveau? Bon, ça c'est un format qui est plutôt classique, qu'on trouve assez souvent, qui fonctionne plutôt bien puisque c'est un style de format divertissement qu'on devrait retrouver assez souvent, qui arrive à ramener normalement un public familial devant la télévision, et c'est aussi l'objectif d'M6 de redevenir familial. Pandore, ça va être quoi, une hebdo? Bah, je pense que c'est pas une quotidienne, mais je pense qu'on devrait. Je crois que la récurrence du Prime n'est pas officialisée, mais on devrait partir sur une hebdo. En tout cas, vu le format, ça ressemble à une hebdo. Un jeu pas présenté par Stéphane Rothenberg, c'est cool. Bah, c'est vrai que Stéphane fait quand même pas mal de choses, a pas mal de formats, donc ça va être assez intéressant de voir comment lui va fonctionner. Mais en tout cas, on voit que sur M6, ils ont de l'ambition, et avec Olivier Mine, voilà, il a déjà 3 formats qui vont être présents. Je pense qu'à l'avenir, ils vont aussi réfléchir à la manière dont il pourrait développer des vieux formats aussi, ressusciter des formats, comment Eric Antoine va laisser de la place, parce que lui-même a annoncé qu'il n'allait pas être présent durant toute la saison au même rythme. C'était beaucoup trop éprouvant. On sait qu'il a déjà tourné Lego Master, mais voilà, il va y avoir aussi, je pense, pas mal de nouveautés
à venir. Et ça, je pense que ça va être assez intéressant à voir. Donc ouais, je pense aussi à Kenza qui était passé exploité sur France Télévisions. Et, euh, et là, en tout cas, son choix, il est plus que bon. Parce que quand on pense à M6, du coup, il y a du Olivier Mine. Il y a Hanouna aussi qui va arriver. Honnêtement, j'ai du mal à imaginer que Cyril Hanouna n'aura pas du prime en divertissement sur M6. Ok, il a signé pour W9. Ok, il a signé pour Fun Radio. Ok, il a signé même pour, je crois, il est censé refaire une grande Darka, donc un format d'émission à l'ancienne. Mais pourtant, on devrait avoir quand même, je pense, Hanouna en divertissement sur M6 parce que ça reste quelqu'un de populaire et qu'ils vont essayer de le transformer vraiment dans un format ultra divertissant ultra divertissement. Ensuite, on aura toujours Eric Antoine, on aura Stéphane Rothenberg, on aura, comment ça s'appelle, Karine Le Marchand, qui pourrait aussi délester peut-être Incroyable Talent, qu'elle a longtemps utilisé. Hanouna et sur M6, je n'y crois pas, mais prenons les paris, je pense qu'il va rester sur WF et tout Trust. Tu penses, Canal? En vrai, faut penser quand même que sur Canal, bah, C8 c'était quasiment la seule chaîne où ils pouvaient vraiment prendre de la place. CNews, ils pouvaient pas aller. C'est Star, c'était trop faible. Et Canal+, il y avait quand même cette grille qui l'empêchait d'avoir du prime time en clair. Donc c'est ça qui est assez, pour moi, compliqué. Là où sur M6, ils peuvent très bien lui proposer un divertissement de temps en temps. Il y a une possibilité. Bonjour, allez-vous mettre vos infos du live en vidéo? Bah, je vais pas le diviser, je pourrais. Après, je vais tout mettre de toute façon sur YouTube. Parce que de toute façon, sur chaque info que je vais revenir, en général, on reste 5 10 minutes dessus. Tu vois, là, ça fait déjà 10 minutes, Lonely, et 10 minutes sur TikTok. C'est un chouïa long. Mais après, et puis même le format comme il est. Mais après, tout sera sur YouTube. D'accord avec toi, on verra Noah sur M6, plus d'argent avec les pubs, c'est aussi du commerce. Exactement, moi je pense que c'est comme ça. Ou sur YouTube, j'irai le voir, Bruno Guillon peut partir aussi. Bah, Bruno Guillon, il est sur Fun. Moi, comme je l'ai déjà dit, enfin je le sentais, et les informations que j'avais, on me disait quand même il partait pour rester. Il reste. Son contrat, il était déjà signé il y a longtemps, donc il n'y avait pas de raison qu'il casse ce contrat-là. Est-ce qu'il l'a renégocié? C'est possible. Il a pu peser dans la balance? En tout cas, Bruno Guillon reste sur Fun Radio, mais reste sur France Télévisions. Donc, on devrait avoir un Bruno Guillon qui reste sur France Télé. Sur France Télévisions, Bruno Guillon a aucune raison de partir. Il a la confiance de la chaîne et de son producteur. Et donc voilà, il n'y a pas trop de raisons. Même Bruno Guillon pourrait être le remplaçant d'Olivier Mine à Fort Boyard. Ça serait même pas très étonnant. J'en sais rien, mais je savais même pas. Hanouna l'avait fustigé. Fustigé. Ah, mais il avait récupéré. Ah oui, tout à fait, t'as raison. Ouais, non, mais il reste sur la matinale Fun Radio, Lonely. Ça, c'est sûr. Bruno Guillon, il va rester sur la matinale de Fun Radio. Salut Tony. Donc voilà, donc M6 a ça. Ensuite, il y a le volet politique où ils ont aussi récupéré Anne-Sophie Lapix. Et ça, c'est un super coup de leur part. Parce que Anne-Sophie Lapix, quoi qu'on en pense, part avec une bonne image de France Télévisions, avec un public qui l'apprécie quand même. On le voit quand même sur les répercussions sur les réseaux sociaux. Donc récupérer une Anne-Sophie Lapix qui a l'habitude de faire de l'info, qui ira aussi faire du sociétal, certainement faire du débat. Ça crée en fait un champ un prisme de possibilités au sein d'M6 qui est ultra intéressant. Que se passe-t-il à France Télévisions? Bah, je te dirais des économies, mon cher Tony, des économies. Je pense que ça coûte, il y a des choses qui coûtent cher. Mais, euh, mais donc voilà, donc sur M6, on a ce grand projet de David Larramendy qui n'est peut-être pas terminé. On pourrait aussi avoir voilà, de nouvelles pioches, des chroniqueurs aussi qui pourraient rejoindre tout beau tout neuf chez Cyril Hanouna. Mais on sent quand même voilà, une tendance chez M6 à vouloir mettre le paquet pour dire on veut y arriver, on veut redevenir compétitif, on veut redevenir cette petite chaîne qui peut effrayer les plus grandes. Parce que c'est vrai que les dernières années, elles étaient un peu en recul. J'espère qu'ils vont donner des bons trucs. À la Pix, bah ouais, je pense aussi. Mais je pense elle serait pas venue pour rien comme ça. Ophélie Meunier, par contre, tout à perdre avec ses arrivées. Ophélie Meunier, ils l'ont sécurisé sur le sport. Est-ce que justement, c'est pour laisser la place aux autres. C'est possible. En tout cas, Ophélie Meunier, ils l'ont sécurisé sur le sport.
Donc on est sûr Meunier ne partira pas, en tout cas a priori, puisque ils lui ont promis la Coupe du Monde 2026. Et voilà, des affiches de football. Comme on sait en plus que la finale de Ligue des Champions est sur M6, donc il y a des raisons qu'elle reste. Mais c'est vrai que en termes d'espace, peut-être qu'elle espérait avoir plus d'espace sur M6. Maintenant, elle va devoir partager son antenne avec d'autres personnalités. Voilà, Julien Courbet aussi, mais Julien Courbet, il l'amène. Bonne question, Kenza. La grande semaine, bonne question. Je crois pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que c'est encore en négociation. Je sais que c'est voilà, on a encore cette semaine là, cette semaine actuellement, on a encore des négociations avec pas mal d'émissions. Donc tout le long de la semaine, on devrait avoir des annonces d'émissions qui s'arrêtent ou non. Est-ce que par exemple un C médiatique est officiellement arrêté? On ne sait pas. Merci Aurélien. Salut à toi et merci pour ton petit message. Le ménage est temps d'arrêter pour Tony à sa tête. La grande semaine, c'est pas Folichon, mais zone interdite, ça a intérêt à rester. Oui, zone interdite capitale, c'est l'ADN d'M6. M6, en fait, ils veulent recruter des gens qui viendront dans son ADN. Ils vont pas recruter des gens pour mettre fin à son ADN. C'est quoi ce truc qui est apparu au-dessus de ma tête? Je rejoins mon fan club. Euh, donc ça, je pense, faut pas trop se faire de soucis par rapport à ça. Donc, mais voilà, on va attendre cette semaine. On va avoir, je pense, pas mal. C'est les négociations. On va avoir des producteurs qui vont annoncer soit la reconduction de l'émission, soit la fin. C'est pour ça qu'on a, on entend en ce moment des émissions qui sont arrêtées, d'autres qui arrivent. Voilà, là, on est dans les grandes négociations et on devrait avoir les informations petit à petit. J'ai pas la puissance de frappe d'un Parisien, d'un pur média. Donc j'ai les échos, mais je peux pas rédiger les trucs, etc. Donc, en vrai, les infos, je pense là où elles tomberont du côté du Parisien, qui sortent souvent des bonnes informations, mais Pure Média aussi. Je pense que voilà, on le voit bien, Clément Garin va aussi, je pense, annoncer pas mal de choses. Il en annonce certaines qui méritent à chaque fois confirmation de notre part, hein, évidemment, une vérification. Mais donc voilà, je pense qu'on va avoir une semaine où il y aura encore pas mal de mouvements. Voilà, pas mal de mouvements. Oui, tout à fait, les pros. On va parler de Boccolini. Ouais, on va en parler un peu, François. Donc voilà, donc là c'était le petit passage Olivier Mine. Comme j'expliquais tout à l'heure, moi je reviens de vacances, mais j'ai très très peu dormi. J'ai dormi 3 petites heures. J'ai essayé de me reposer un peu dans l'après-midi, mais c'était un peu compliqué. Mais je me suis dit avec toute l'actu média, fallait qu'on vienne. Donc je voulais faire un petit, un petit, euh, un petit live comme ça où on fait un petit récap de la semaine et des informations. Je pense que ça peut être intéressant. Donc dans la semaine, ce qu'on a pu voir aussi, c'est là, le cardio pour aller sur M6. Ouais. Le futur de la matinale de France Inter. Parce qu'en effet, la matinale de France Inter, première matinale de France, moteur de France Inter qui fait de France Inter la première station de France, a explosé en plein vol. Faut dire les choses. Ça, c'est décomposé. Ils sont en train de reconstruire les trucs. Est-ce que ça fonctionnera? Est-ce que ça fonctionnera pas? C'est notre question. Ce qu'on a appris du coup, là, on l'a déjà évoqué auparavant, Léa Salamé quitte France Inter. Du coup, a été amené le fait que Benjamin Duhamel prend une place bien plus importante dans cette matinale. Il à la base, il devait venir que pour les 7h50 et rester sur BFM TV. Il y a eu une gronde des syndicats et de la SDJ de Radio France qui a dit non mais nous c'est pas normal, on n'est pas d'accord. Benjamin Duhamel, il peut pas être l'exception qui est sur BFM TV et sur France Inter. Du coup, ce qui est arrivé, avec l'espace qu'a pu donner Salamé, France Inter a dû proposer bah Benjamin, on te propose de participer en tant que co-animateur sur la totalité de la matinale, en tout cas du 7-9 heures, avec Nicolas Demorand, qui lui a décidé de rester pour pouvoir justement créer un duo masculin. C'est vrai qu'on n'a pas eu de duo masculin depuis longtemps. C'est comme la perte d'une femme. Hein. C'était aussi une critique qu'on aurait pu faire à Adèle Van Rett. Ouais, alors toi, t'es pas fan, Tony, de Benjamin Duhamel? Ouais, ouais. Moi, je vais lui laisser sa chance, on va dire. Je veux voir ce que ça peut être, quel ton il va donner, quelle manière il va être. Voilà, comme je l'avais expliqué la dernière fois, il y a toujours la critique de d'où il vient, etc. Ensuite, maintenant, il est sur France Inter. On a envie de voir ce que ça va devenir. On va voir ce que ça va apporter. France Inter, alors attends, moi je le trouve très pertinent du Hamel. Pour toi, Kenza, ok. Euh,
France Inter, en vrai, c'est si mal que ça ou pas? Bah, en fait, ça fonctionnait, le Nelly, tu vois. France Inter, ça fonctionnait, ça faisait carton sur carton. Là, avec le départ de Léa Salamé, remplacé par Duhamel, on va voir ce que ça va donner. Duhamel qui, du coup, remplace à la fois Léa Salamé et Sonia De Villers. On peut dire ce qu'on veut, mais il reste compétent. Mais tout à fait. Mais moi, je suis assez d'accord avec lui. On va pas faire un. Je pense que le débat sur sa famille, on l'a fait, on l'a refait, etc. Maintenant, c'est une personnalité ancrée dans les médias. C'est un journaliste ancré qu'on a pu voir. France Inter a besoin aussi d'une voix importante pour pouvoir préparer ces 2 années politiques. Benjamin Duhamel le fera, vraiment. C'était grâce au talent de Léa pour Tony. Bah oui, après je pense qu'elle restera auditrice, mais moi je laisse la chance à voir. En fait, les premières audiences du coup de la rentrée de septembre vont être très intéressantes. On va vraiment voir comment est-ce qu'il y a vraiment le public Salamé qui était là? Est-ce qu'il y a le public de Villers? Est-ce qu'il y aura un public Duhamel qui va naître? Est-ce que les gens qui écoutaient France Inter vont épouser la ligne de Benjamin Duhamel? Tout ça, c'est très intéressant à voir. En tout cas, euh, on peut pas lui reprocher de ne pas être professionnel et ça va être intéressant de voir de quelle manière il va pouvoir créer une complicité avec Nicolas Demorand. Chamois, je le trouve moins bon par rapport à TPMP, c'est à vous déjà. Ça va être un autre rythme pour lui. Salut tout le monde, alors comme ça, de logo étant... Ah, ça je sais pas. Ça, et on n'en parle pas ici, mon cher, chacun son truc. Comme ton nom le porte bien, c'est chacun son truc. Ici, on va pas commenter de logo, j'ai pas suivi. Ouais, donc Mathieu Noël quitte ce format de quotidienne, qui était à l'époque par Charline Von Wecker, et c'est Bertrand Chameroy qui est titularisé, qui du coup enchaînera C'est à vous et France Inter. Lourde responsabilité, énorme travail, beaucoup de boulot. Ça sera vraiment loin d'être simple. Et ouais, je suis vraiment désolé, ouais, mais ici, si on devait parler politique, on le parlerait par l'angle média. Et comment ça fonctionne. Ouais, bonne soirée. Euh, Chameroy mérite son émission à la télévision. Peut-être que ça reviendra. En vrai, Bertrand Chameroy est encore jeune. Bertrand Chameroy peut encore se former. Moi, je pense que il va faire sa petite place là maintenant sur France Inter. Il correspond, je pense, à la ligne. Maintenant, il va falloir être bon aussi, ça se retrouver tous les jours face aux hommes politiques. Et ça va être un rôle qui va pas être simple. Après, côté humoriste, on va retrouver Charline qui sera là. On aura Sophia Aram qui sera aussi présent. On va avoir vraiment toutes ces personnalités-là qui seront présents, qu'on retrouvera très rapidement à la saison prochaine. Nora Madi qui récupère la revue de presse. Ça, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Nora Madi, c'est une journaliste aussi très qualifiée, très pertinente. Elle va apporter, je pense, quelque chose de neuf par rapport à ce que pouvait faire, comme il s'appelle, Claude Askolovitch, qui lui bascule sur Novo 19. Bon, c'était une deuxième case de prime time. Ouais, c'est vrai. Tout à fait. C'était Ofni. Ah oui, Bertrand n'a pas sommeil. Oui, t'as raison aussi, Lonelli. Tout à fait. Donc Nora Madi, intéressant à voir. On a après des départs aussi de figures plutôt connues. La chaîne qui va durer 19 jours. T'es méchant, Tony, t'es méchant. Philippe Catherine qui part, Hugo Clément qui part. Et ce nouveau format, qui est très un format de station musicale, hein, c'est Sonia De Villers, 9h, 11h, donc du débat, de la culture. Donc voilà. T'appelles Charline une humoriste. Bah oui, je l'appelle une humoriste. Après, on n'est pas tous obligés d'apprécier, mais voilà. C'est le but, cette matinale de France Inter. Je ne saurais pas vous dire aujourd'hui, est-ce qu'elle marchera de la même manière? Est-ce qu'il y aura des pertes? S'il y a des pertes, où iront? Je la sens pas, désolé, j'aime bien Claire Arnoux, dit Tony. Ouais, bah, ouais, bah. Après, moi, comme je dis toujours, on note en état, on verra ce que ça sera. Il y a eu un grand appel d'offres d'ailleurs de Novo 19 et de Brut pour recruter des chroniqueurs qui viendront compléter le talk, à voir ce que ça donnera aussi. François G, on verra si Chameroy tient le rythme toute l'année. C'est vrai que ça va être un rythme qui va être effréné. Bertrand a quand même l'habitude, l'une de ses forces, ça reste quand même l'image. Donc, à voir comment au quotidien il arrivera à coupler image enfin non, son et quotidienne. Salut Jay.
Donc, ça va être quelque chose qui va être assez intéressant à voir. En tout cas, elle est intrigante, cette matinale de France Inter, et elle pose beaucoup de questions. Maintenant, on ne pourra la juger qu'une fois qu'elle sera présente. T18, bah moi, ce qu'on me disait, c'est que c'est vraiment la galère niveau audience. J'ai envie de dire que c'est pas très étonnant parce que je trouve que T18, l'offre est loin d'être au niveau. Je pense que pour le moment, c'est un peu décevant. Après, la direction avait annoncé que ça allait être vraiment une sorte de tapis pour débuter et que la vraie grille sera en septembre. Mais pareil, à voir comment sera cette grille, de quelle manière en fait elle va avoir cette force. Donc ça qui va être, l'offre est pas claire en plus, c'est ça. Ils vont avoir besoin de muscler leur jeu cet été. Novo 19, en effet, vont être attendus au retour, mais bon, ils vont essayer de faire appel vraiment à des nouveaux visages. Donc, on va avoir des nouveaux visages, des personnalités qui sont journalistes ou non journalistes, qui vont avoir une place dans le talk de Claire Arnoux. Donc, ça va être assez intéressant de voir. Donc, ça sera voilà, c'est un peu cette période de cet été où ils vont bosser comme pas possible, ils vont prendre très peu de vacances, et donc c'est quelque chose qui va être intéressant. T18 c'est décevant, T18 aurait mieux fait attendre septembre car là ils plombent leur image des débuts. Tu bugs un peu, attention. Ah, je suis désolé si ça bug, je sais pas Kenza, je saurais t'expliquer. Pourquoi ça bug? En tout cas, pour venir sur France Inter, euh, c'est engageant. Maintenant, est-ce que les gens vont rester? S'ils ne restent pas, donc on parle quand même de gens qui ont l'habitude d'écouter des matinales radio, s'ils ne restent pas, est-ce que ils vont basculer sur notre radio? Si oui, laquelle? En vrai, en termes de proximité, même si on a France Info, France Culture, RTL qui pourrait éventuellement aller chercher du France Inter. Europe 1, ils se sont vraiment détachés en opposition totale à France Inter. Donc je pense pas qu'un auditeur de France Inter basculerait sur Europe 1. Salut Béatrice. Non, Europe 1, je pense pas. Mais voilà, je pense que quelqu'un qui pourrait être déçu, par exemple, de Duhamel, de Chameroy, du nouveau fonctionnement et des nouvelles petites chroniques, hein, il y en a énormément. J'ai pas voulu vous remplir complètement d'informations. Mais par contre, je pense que ça va être intéressant de voir, voilà, si l'auditeur venait à partir, où est-ce qu'il partirait? Est-ce qu'il basculerait sur du podcast? Voilà, il y a plein de d'éléments qui sont assez intéressants. L'auditeur inter restera sur Inter quoi qu'il soit. Oui, après, la matinale de France Inter avait très peu bougé depuis des années. C'est-à-dire et que son visage et sa voix, c'était comme Léa Salamé depuis X années, à l'époque de Patrick Cohen, puis à l'époque de Nicolas Demorand. Pourquoi Pascal Pro s'en va d'Europe 1? Bah, Cash, il part pas d'Europe 1, hein, Pascal Pro. Il reste? Ouais, tout à fait. On en parlera, je pense tout à l'heure, on va parler un peu d'Europe 1. Mais Pascal Pro, non, non, Pascal Pro ne partira pas d'Europe 1 cash. La personne qui a donné cette information-là, t'as menti ou c'est une fausse information sur laquelle tu es tombé. J'ai entendu que Christine. Ah, ok, mais en gros, c'est du changement de grille, mais on en reviendra en détail tout à l'heure. Je voulais aborder un autre sujet que j'ai vu passer dans la semaine. Donc, Frontière. Frontière, on va rappeler un peu ce qu'est le média Frontière. Frontière, c'est le média qui a été créé par Éric Ténier avec d'autres membres, journalistes qualifiés ou plutôt situés à l'extrême droite sur l'échiquier, qui avaient lancé un format sur YouTube et sur les réseaux sociaux qui s'appelait euh, alors je sais pas, Tony, quelles sont tes infos, parce que comme je te dis, je ne sais pas qui tu es et tu ne veux pas donner ton identité. Euh, mais ouais, donc Frontière à la base, c'était Livre Noir, qui avait été créé justement pour la présidentielle et pour préparer le tapis d'Éric Zemmour. Sauf que ils avaient essayé de fusionner avec le journal Omerta. La fusion n'avait pas eu lieu. Donc Frontière s'est dit, bah nous, on va se lancer nous-mêmes. Éric Ténier, qui a aujourd'hui une voix importante sur CNews, euh, donc lance le média Frontière, qui se positionne clairement sur une ligne d'extrême droite, hein, qui l'assume, et qui a lancé cette semaine un documentaire sur Élise Lucet.
Donc un documentaire à charge où ils sont revenus sur pas mal de sujets des UC et pointant des manquements, des abus, vraiment plein de choses. Sauf que le souci, c'est que Cache Investigation a riposté face à ce documentaire. Mais oui, Liv Elise Lucien a pu riposter. Et donc, Cache Investigation est venu sur chacun des points. Donc là, je vous ai retrouvé le communiqué que je vais vous lire. On le voit pas très bien au-dessus. Mais donc, il revient du coup sur la diffusion de ce documentaire qui a été diffusé le 22 juin, qui s'appelait Investigation Cache, la vérité sur Elise Lucet. Et il reprenait en fait des exemples du nombre de fake news qui, tu as regardé le reportage. J'ai vu que des extraits, Kevin. J'ai vu que des extraits. Je sais pas si certains ont pu le voir. J'ai vu des extraits, dont les extraits qui sont dans le communiqué de Cache Investigation. Donc, ça s'appelait La vérité sur la liste du C. Et Cache Investigation a fait du coup un communiqué pour répondre point par point, ou en tout cas point sur les sujets qu'eux ont fait ressortir, notamment l'interview de Marc Blatta. Après Cache Investigation, des fois je suis d'accord avec eux, des fois pas du tout. Bah, ça dépend sur quoi t'es pas d'accord. On pourrait débattre sur les sujets dont tu peux me dire que tu n'es pas d'accord, mais vu que on a besoin d'éléments précis. Donc, tu vois, si tu, moi, je pourrais dire, je suis quasiment toujours d'accord avec la investigation parce que je ne saurais pas dire les fois où je suis pas d'accord. C'est un travail de journaliste. On peut interroger sur la mise en scène des listes du C. On peut en parler. En revanche, le travail journalistique qui est fait en cache investigation est un travail sourcé, déontologique et fait avec la manière. Marc Blatta a causé la chute de Magali Bernet, tous les influenceurs, c'est fou, mais il ne fera pas tomber Queen Elise, dit Kenza. Ouais, j'aime bien quand il parle des politiques et des coulisses. Cash, c'est un vrai travail d'investigation, il n'y a pas à être d'accord ou pas, c'est des faits. Exactement, Thomas. Exactement. C'est ce que j'ai expliqué à l'instant, on est d'accord. Donc ils reviennent du coup sur, par exemple, euh, un passage du documentaire de Frontières qui dit que ils sont allés interroger Marc Blatta à propos de l'enquête de Cache Investigation. Et dans cette partie de l'enquête, sur Marc Blatta, euh, tac, 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 Marc Blatta affirme que l'équipe de Cache Investigation aurait dépensé une somme d'argent très importante lors d'un dîner à Dubaï. Bon, déjà, ils dépensent l'argent qu'ils veulent, mais bon. Je pense qu'ils étaient 6 ou 7. Donc, déjà, je pense. Ensuite, tu sais pas le nombre. Je pense encore, qu'il y a dû avoir à peu près pour une table à 1 000 euros. Donc voilà les informations de Marc Blatta. Voici les informations qui reprennent frontière sans aller vérifier, sans aller reprendre. Pour moi, Cache Navigation, c'est le vrai journaliste pour Béatrice. Ouais. Quand ils parlent foot, ils connaissent pas grand-chose avec l'enquête à charge contre Nasser. C'était Cash ou c'était complément d'enquête, non, Anthony? Je crois, Nasser. Pour moi, ou alors je confonds, ils ont peut-être fait les deux. Et donc, la bonne réponse de Cache Investigation, et ils reprennent exactement ce que je viens de dire, si les membres de Frontières avaient mené leur travail de journaliste, ils auraient donc contacté en amont la rédaction de Cache Investigation. En effet, c'est normalement la base du travail journalistique. C'est là la différence entre Frontières et Cache Investigation. Frontières ne fait pas un travail de journalistique. À partir du moment où il n'appelle pas, il ne vérifie pas les informations qu'il diffuse. C'était complément, mais bon, c'est France 2. Ah bah, et Tony, mais tu peux pas tout mélanger. Blatt, on peut quand même être très dubitatif sur ses dires. Exactement. Et donc, Cash leur répond, ils auraient donc contacté en amont la rédaction de Cash Investigation qui leur aurait fourni la facture de ce dîner, conservé par première ligne. L'agence qui produit le magazine, ouais. Ils auraient découvert que, contrairement à ce qu'affirme Maglata, la note de la table s'élevait en réalité à 1156 dirhams. Et ouais, les gars, 1156, salut l'artiste, 1156 dirhams. Les gars ont confondu des dirhams et des euros. Des Émirats Arabes Unis, soit 290 euros en application de taux de change de l'époque, ce qui correspond au standard de Dubaï. Pire que ça, c'est que si tu es 7 et que 290 euros le repas, le dîner, 290 euros pour 7 personnes, ça veut dire que, euh, je vais faire mes calculs, ils en ont eu par tête pour 40 euros. Ça va. Non mais même voilà le truc, ils ont payé pour 40 euros un dîner ouais, à Dubaï et du coup ça fait polémique. C'est raté. Marc Blatta a vraisemblablement confondu les dirhams et les euros et Frontier n'a pas vérifié l'information. Donc un élément essentiel du journalisme que je ne me cesse de répéter constamment. Il est essentiel pour un journaliste de vérifier ces informations.
de les ressourcer, de faire le contradictoire, d'appeler. C'est un média d'opinion et te balance des trucs sans recommander des sources ni rien. Exactement. Il est là le souci. C'est qu'en soi, c'est leur liberté d'enquêter sur les UC. Sauf qu'il faut des faits. Il faut des éléments qui sont en mesure de prouver. Et ça, c'est dans la déontologie journalistique. Et ils devraient même être punis pour ces fausses informations-là. Donc, exactement, Béatrice, ils ont du mal avec la vérification des infos. À l'extrême gauche, il y a aussi des médias qui vérifient rien. Tu penses à qui, Tony? Il n'y a pas beaucoup de médias d'extrême gauche. C'est pour ça que je te dis ça. Parce que extrême gauche, en général, on n'a pas beaucoup de sous et c'est plutôt à droite qu'on a de l'argent. Ces frontières, ça donne quoi? Non, mais exactement. Après, tu vois, Olfou, il est essentiel de. Bah, le média, il sort des bonnes infos, là. Enfin, alors, leurs infos, elles sont vérifiées maintenant. Je te dis pas au début, hein, mais aujourd'hui, les informations, elles sont vérifiées. Elles ont été punies d'ailleurs à l'époque, hein. Mais tu vois, Olfou, il est essentiel, en tout cas même pour moi, en tant que journaliste qui veut aussi faire de l'éducation aux médias et à l'information, d'expliquer les erreurs de médias pour comment ne pas tomber dans ces erreurs, dans ces travers-là. Euh, Bah, ça peut être un vrai média de droite, chacun a le droit, mais ils sont un peu limités. Exactement, tout à fait. Média est infiniment plus crédible que Frontières pour Olfou. Alors, je termine juste ce qui est écrit. Frontier n'a pas vérifié l'information, ce qui est fâcheux pour un média qui affirme être une source fiable et objective. Donc voilà, ça rejoint un peu ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Aucune néontologie dans ces médias, ce sont des médias d'opinion, dit Béatrice. Alors Julien Garcia est dans le chat et j'ai compris un peu ton positionnement. Malheureusement, tu t'égares, c'est à vous, n'est ni extrême gauche, quotidien n'est ni extrême gauche. Et là, pour le coup, pareil, il faut des preuves, des éléments. Euh, Pourquoi les médias ne critiquent pas ouvertement le gouvernement israélien? Alors, l'artiste, c'est très intéressant ce que tu dis. Il y en a qui le font, il y en a qui le font, il y en a qui commencent à le faire, il y en a qui font des marches arrière. C'est très très compliqué. C'est très compliqué de faire tout ça. Mais en tout cas, il y en a qui le font. Peut-être que on se souvient davantage des médias qui donnent la parole, parce que c'est surtout c'est donner la parole à des personnes qui vont être en mesure de faire des critiques ou de poser des questions sur le gouvernement israélien. Et ça, il en est essentiel. Ouais, mais carrément, carrément Kenza. Mais ils veulent me lancer sur la politique. Après, voilà, c'est ce que je dis toujours. Moi, ça ne me dérange pas de parler politique par le prisme des médias, parce que c'est très intéressant. De toute façon, toute l'actualité peut être vue par le prisme des médias, et c'est limite ultra lié le média politique. En revanche, me faire parler politique, euh, je devrais faire des émissions spécialement pour ça. Et j'ai des connaissances politiques, mais cette émission reste une émission sur les médias. Non, dangereux flanc. Ouais, t'en fais pas, t'en fais pas. Tu veux être catalogué. Exactement. Après, moi, perso, en anecdote que je vous donne, on m'a déjà, souvent, les politiques de gauche me considèrent de droite et les politiques de droite me considèrent de gauche. Et après, pour tous ceux qui sont d'extrême droite, dès que tu donnes des faits, t'es d'extrême gauche. Voilà, ça marche comme ça. Euh, TPMP était extrême gauche de base. Bah, pas extrême gauche non plus. Mais je pense que c'est difficile de classer. On pourrait s'amuser à les classer. Mais TPMP, je pense que ça se situe justement plutôt à gauche. Extrême gauche, je pense pas. Je pense que c'était Hanouna avait vraiment une visée plutôt populaire de gauche. Euh, Premier invité de TPMP, c'était Mélenchon. Bah, pas le premier invité politique ou peut-être non de balance ton poste. Mais après, c'était aussi l'idée de vouloir confronter les gens, parce qu'après, il y a eu Marlène Schiappa aussi qui avait animé une émission avec Hanouna. Et donc, Marlène Schiappa est pas extrême gauche euh, précisément. Bolloré, c'est pas un mec de gauche, Hanouna est full extrême droite, dit Olfou. Alors non, Bolloré n'est pas un mec de gauche. Je vais continuer sur Cash. Il y a une autre partie sur Marc Blatta qui affirme durant le tournage que Élise Lucet est arrivée avec 4 ou 5 personnes avec elle. Je pense, c'est toujours lui, il fait que penser, hein. Oui, t'as raison, Kenza. Euh, je pense qu'il y a dû y avoir pas mal de budgets qui ont été sortis pour cette interview. C'est quand même incroyable. Le gars n'a aucune info, donc on prend pour argent comptant quelqu'un qui a été accusé par près de 150 personnes pour des affaires d'escroquerie, et on le prend pour argent comptant, et on prend pour information quelqu'un qui dit je pense que. C'est lunaire. Lunaire, vraiment.
Et surtout, bah, du coup, Cache Investigation fait l'effort quand même de répondre à ces accusations-là. En réalité, trois personnes de l'équipe en charge de l'enquête, un caméraman, un réalisateur et la rédactrice en chef sont venus de Paris. Le reste de l'équipe a été recruté sur place à Dubaï dans un souci constant de limiter les frais, billets d'avion, chambre d'hôtel. Il aurait suffi que Frontier contacte l'équipe de Cache pour obtenir des éléments de contexte. Encore une fois, erreur. Et Cash, ils se disent, en fait, c'est ça qui est très intéressant dans cette démarche de Cash Investigation. Oui, Marc Blatta n'est pas crédible. Oui, Marc Blatta n'est pas crédible. Oui, Marc Blatta a plus d'affaires contre lui et beaucoup plus controversé qu'Élise Lucet. Et en soi, ils n'auraient même pas besoin de le faire. Mais le fait que Frontière l'utilise comme tel et que se disent que des personnes pourraient croire que ça puisse être vrai même si il n'y a aucun travail journalistique et de fiabilité qui est réalisé derrière, il est essentiel et c'est important et c'est un travail qui est dur et aujourd'hui on va le faire de plus en plus. Et je crois que Béatrice en avait parlé à un moment, elle aimerait dire qu'on vienne débunker les politiques en direct, en tout cas avec de fact-checker en direct. Je pense il est essentiel de le faire. Euh, c'est ouf que Blata ait donné des infos à frontières directes. Mais ouais, c'est ça. Mais on voit en fait clairement que ils ont des intérêts. Et donc, je vais reciter une autre phrase de Blata. Quand je lui ai dit de venir pour l'interview, je lui ai donné un restaurant assez luxueux et assez cher. Et elle est venue manger la veille dans ce restaurant-là parce qu'elle a vu que c'était un très très beau restaurant. Incroyable. Donc Cash lui répond, ce restaurant était en réalité le lieu de tournage choisi par Marc Blatta pour son interview la veille de ce tournage. L'équipe de Cash est arrivée en fin de journée à Dubaï. Accompagnée d'une partie de l'équipe technique locale, les journalistes se sont immédiatement rendus sur place en repérage pour s'assurer que le restaurant pouvait convenir comme lieu de tournage. L'équipe a ensuite décidé de dîner sur place, sachant que la terrasse du restaurant serait mise à disposition pour le tournage du lendemain. Donc ça, c'est quand même encore assez drôle de la faire passer pour... En fait, c'est juste le fonctionnement d'un tournage. C'est-à-dire que quand on vient tourner sur quelque part, on est obligé de faire des repérages avant, les lumières, est-ce qu'on va avoir de l'électricité au besoin pour des batteries, est-ce qu'on a l'autorisation des gens de filmer dans tel ou tel lieu. En fait, un tournage, ça se fait pas comme ça un claquement de doigts, c'est une production, ça demande du temps. Et quand en plus on va dans un pays étranger, il faut prendre le temps. Donc oui, oui, ils sont allés la veille, et ça me paraît assez logique. Pour le moment, rien de choquant, et la défense de Cache Investigation est plutôt bonne. Marc Blatta a la haine contre Edusé car elle l'a remis en place. Oh, grave, c'est ça. C'est une malade Bata. En plus, elle est sans doute venue pour faire un repérage. Voilà, c'est ça exactement ce qu'on vient de dire, Kenza. Je me rappelle l'interview, il faisait pas le fier. Ouais. Et comme Élise Lucet l'a poussé à un seul retranchement et mis en difficulté, alors il se venge, dit Béatrice. Tout à fait. Donc ça, c'était la partie Marc Bata. Il y a la partie d'interview d'Élise Lucet. Frontière met en cause les méthodes d'interview de cache investigation et d'Élise Lucet. Ils affirment son style à elle, surprendre les interlocuteurs sans les avoir prévenus au préalable et leur courir après pour obtenir des réponses. Bon, il y a une partie qui est vraie, il y a une partie qui est faux là-dedans. Oui, moi, on va dire, ça va être la critique que je peux faire de Cache Investigation, qui est une critique, on va dire, plutôt saine, qui est de dire que il y a une mise en scène qui peut être mise parfois et qui peut déroger un peu du style qu'on peut avoir habituellement pour un journaliste. C'est-à-dire quand elle sort le pipeau, quand elle poursuit les gens, quand elle poursuit Rachida Dati, même si ça fait des scènes qui sont extrêmement drôles. Euh, Salut, t'en penses quoi de la rumeur que 3, 4, 5 sera privatisé, la 2 sera France Télévisions? Je pense que c'est la rumeur, je sais pas d'où sort cette rumeur, Hugo Fort. Je sais pas si t'as ta source de cette rumeur, ça m'intéresse. Euh, Vive le service public d'information, mange ton sub. France, ta 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 ta. Donc, comment ils s'en défendent? Alors, EgyptC, ça fait des années qu'elle s'en défend. Elle explique que, et c'est ce qui est écrit dans le communiqué, donc je vais peut-être pas lire le communiqué, mais vous le dire comme ça. euh, Ils proposent toujours une interview à la personne qui est visée. Et ils estiment que, au nom de l'information, ils doivent tout faire pour que les personnes visées répondent des accusations qu'elles sont contre elles et des faits qu'ils ont récoltés. C'est pour ça qu'ils se disent, on va aller dans des lieux qui sont publics, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où ils sont interdits, et ça c'est normal, ils ne peuvent pas aller, on n'a jamais trouvé Élise Lucet s'infiltrer de manière illégale dans un ministère, dans des bureaux privés, vraiment chez les gens, ça n'est jamais arrivé, vraiment jamais arrivé. Euh, Perso, j'aime bien ce journaliste un peu punchy. Voilà, après, c'est du débat, c'est tout à chacun. Moi, des fois, je suis un peu moins fan de la voir courir et que je me dirais, bah, on veut pas te parler, on veut pas te parler, tant pis pour eux. Mais bon, c'est sa méthode. Et donc, du coup, ça amène à, tu refuses de me parler, et bah, je vais te mettre ton nez dans le caca pour te dire, bah,
on t'accuse de ci, de ça, de ça, de ça, j'ai les faits qui me prouvent ci et ça, il faut que tu répondes. Et donc, je t'attends lors d'un événement important, d'un événement promotionnel, dans la rue, mon micro à la main, répondez. Et en fait, le fait qu'ils ne veulent pas répondre, surtout à ces questions-là, bah pour eux, c'est aussi une information. C'est-à-dire, non seulement ils ont refusé l'interview, mais en plus, dans un lieu public, ils fuient et paniquent. Alors qu'ils pourraient aussi très bien préparer, surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui font des stages pour contrer les UC. Je trouve ça quand même assez drôle. C'est-à-dire quand même que Madame Élise Lucet, je vais dire Madame à ce niveau-là, a un niveau de puissance qui est quand même assez impressionnant et elle fait peur euh, aux personnes qui sont puissantes. Donc ça, il faut quand même le reconnaître. Je, je partage pas du tout les valeurs de Frontières, mais j'avoue, ils ont fait un bon truc là. Bah non, là pour le moment, depuis le début, on montre qu'ils ont fait tout ce qu'il faut pas faire en journalistiquement, Hugo. Alors, je sais pas ce que tu trouves de bon là-dedans. C'est intéressant, vraiment, vraiment, je serais intéressé. Mais je trouve que là, déontologiquement, tout ce que je vois depuis tout à l'heure, c'est une absence totale de journalisme et vraiment des propos qui ne visent juste en fait à détruire quelqu'un et le service public, hein, toujours, et pas forcément sortir des informations qui sont concrètes. Juste leur faire bouffer leur propre méthode. Ouais, mais c'est alors Blata en soi, bah tout était faux. Tout a été débunké dans le communiqué. Les interviews, ils se sont moult et moult fois expliqués, donc en soi, il n'y a pas trop d'affaires. Quelle différence avec un cache à indication du coup les journalistes qui travaillent derrière, qui travaillent pendant un an dessus, qui sortent des informations, qui révèlent des informations. Ces informations-là sont coupées, ressourcées. D'ailleurs, j'invite quiconque à me montrer, c'est le dernier point du communiqué, à me montrer une fausse information qui a été relayée par Cache Investigation. Parce que c'est un travail qui est minutieusement travaillé, c'est des rédactions qui fonctionnent avec des rédactions en chef, des informations qui arrivent, et parfois même des informations qui arrivent à leurs oreilles et qui ne sont pas dévoilées. Suffit de s'y connaître sur les sujets pour comprendre que c'est la haine gratuite. Ah mais non, mais là, ça c'est pas, du coup c'est pas un argument, parce qu'il me faut donner des informations. Moi, si c'est comme le communiqué de cache à l'investigation, il faut donner des éléments clairs pour pouvoir critiquer quelqu'un de manière claire. C'est-à-dire, voilà, il faut les informations claires. C'est vrai que Frontier a sorti ça car Envoyé spécial prépare un reportage sur ce terrain. Oui. Alors, est-ce que c'est lié? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est dans la démarche de Frontière de s'en prendre au service public. Et les UC fait partie du service public. Fait, en fait, c'est tout ce que détecte l'extrême droite. Ce sont les faits. Ce sont les éléments qui sont prouvés et qui peuvent être contre eux, contre l'opinion, contre le fait de dire, et alors je suis désolé Hugo, mais de dire, ah bah, c'est de la haine, c'est de la détestation, c'est pas bien, elle est méchante, elle veut nuire. Je dis pas que c'est tous les épisodes, mais j'ai déjà entendu des bêtises, je dis pas tout est nul. Bah, le problème, c'est que moi, j'ai besoin de voir ces bêtises, en vrai, parce que j'ai moult fois, encore une fois, des gens qui vont me dire l'ISUC fait mal son travail, euh, complément d'enquête fait mal son travail, je sais pas, tes journalistes fait mal son travail. Ok, dis-moi en quoi il fait mal son travail. C'est ça la chose. Et qu'à l'inverse, moi ce que je sais, c'est qu'ils ont un fonctionnement de l'information qui fait que ils essaient, ils bossent. Il y a ce travail qui est derrière. Donc, pour moi, pour pouvoir débattre, et vraiment, c'est ton opinion. Après, évidemment, tu penses exactement ce que tu veux, et ça, je t'interdirai jamais à penser ce que tu veux. En revanche, il est essentiel de pouvoir s'en prendre à quelqu'un par les faits. Et c'est ce que je veux montrer aussi à travers ce très très bon communiqué. L'épisode sur Pôle emploi, ils ont pris une des pires agences de France, comme par hasard. Bah ouais, mais en même temps, alors, je suis journaliste. Je fais un sujet sur Pôle emploi pour parler d'un dysfonctionnement de Pôle emploi. Je fais vraiment une explication du fonctionnement d'une rédaction. Si tu veux parler du dysfonctionnement, tu vas aller voir du coup une agence qui dysfonctionne. Tu vas pas aller voir une agence qui fonctionne bien. Si tu vas critiquer, vraiment, tu sais qu'il y a, quand je dis critiquer dans le sens où euh, il y a des dysfonctionnements dans un système, tu vas pas aller voir la partie du système qui fonctionne bien. Et du coup, omettre le fait, toute la partie qui dysfonctionne et du coup, les gens qui subissent ce dysfonctionnement-là disent, non mais c'est pas possible, il y a un truc qui dysfonctionne, ils le voient pas. Le travail de journaliste, c'est aussi montrer ce qui ne va pas, pointer ce qui ne va pas. Et donc, dans ton exemple sur le Pôle emploi, ils ont pris une des pires agences de France, mais parce que il n'est pas censé y avoir de pire agence de France. Il n'est pas censé en avoir. Donc c'est le travail
du journaliste d'aller sur place, d'aller vérifier, d'aller voir à quoi ça ressemble et de pointer ce dysfonctionnement pour que ça s'arrête, pour que ça change, pour que ça évolue. C'est ça si on est malmené par un homme politique, par un patron, c'est le travail du journaliste de faire tout ça. Pour Kenza, le problème de CNews, Europe 1 et Frontières, c'est qu'on a l'impression qu'ils réinventent le métier de journaliste en mode freestyle, en mode opinion. Exactement, c'est ça. C'est que l'opinion est plus forte que les faits, et ils vont parfois partir d'un fait, et ils vont utiliser l'opinion pour le mettre par-dessus, et donc du coup, toute l'information va être dévoyée, et c'est ça qui va être très dangereux. En vrai, tout le monde le dit depuis le début, ils te font un épisode sur France Télévisions, et là, ok, on se tait. Bah, oui et non, en vrai, c'est compliqué. Élise Lucet va pas enquêter sur Élise Lucet. Euh, Élise Lucet va pas enquêter sur Delphine Ernotte. Là, pour le coup, c'est aux autres journalistes de venir enquêter sur France Télévisions. Et preuve en est, c'est que l'ami, je sais plus comment il s'appelait, dans le chat, vous allez fort les retrouver, l'ancien de complément d'enquête qui était chez Hanouna, qui devait faire enquête de complément, qui avait annoncé une grande enquête sur France Télévisions, qui a accouché de rien du tout. Le soufflet, il est retombé. Preuve que France Télévisions, il y a certainement des choses à dire. Cardoz, merci. Merci les gars, Jacques Cardoz. Il y a des choses à dire, sauf que il y a peut-être pas autant de choses qu'on le pense. Et donc des enquêtes, il peut y en avoir. Des choses, en vrai, allez voir juste les syndicats qui pointent du doigt, non pas du Ken, personnel du Ken. Allez voir juste les syndicats qui pointent les dysfonctionnements de France Télévisions. Et il y a des choses qui sont à dire à France Télévisions. En revanche, toutes les accusations ultra-violentes qui peuvent être faites contre France Télévisions sont souvent erronées, sont très souvent erronées. Ce qui est dangereux, c'est les gens qui regardent ces chaînes en cherchant un biais de confirmation. Exactement. Et c'est souvent pour ces raisons, Kenza, qui vont sur ces chaînes pour avoir ce biais de confirmation et se dire, bah voilà, ils disent ce que je pense. S'ils disent ce que je pense, c'est que ce que je pense est vrai. Ça marche pas toujours comme ça. Et nombre de fois, ou même moi, hein, je pense des choses et j'en apprends. Je découvre des choses. Je me dis, ok, d'accord. Ah ok, je pensais pas du tout que ça fonctionnait comme ça. Je pense que clairement, par exemple, sur le conflit israélo-palestinien, pour faire une petite aparté, il y a des gens qui découvrent vraiment ce qui se passe actuellement. Parce que les médias n'ont pas. J'ai les médias de manière très large, hein, et j'en fais partie, hein, je suis journaliste, et je me mets dedans, et faut pas pointer, mais euh, une partie de la classe médiatique a pas forcément médiatisé le conflit israélo-palestinien d'un équilibre pur. Et beaucoup de journalistes l'ont pointé, ce manque d'équilibre. Et donc ça, c'est assez intéressant. On le reconnaît dans les communiqués de SDJ, etc. Donc, euh, on sait faire notre auto-critique, ça existe vraiment. Alors, intéressant ce que tu me dis, Olivier. Alors non, je raconte pas n'importe quoi, c'est faux. Bon, explique-moi en quoi je dis n'importe quoi. Non, alors, je vais faire une explication, je le fais très souvent. CNews détient une fréquence gratuite sur la TNT. Ne paye pas pour être diffusé sur tout le territoire français. Donc, ils ont signé un cahier des charges avec l'ARCOM, donc une fréquence gratuite, dans laquelle ils ont signé un cahier des charges avec l'ARCOM, dans laquelle ils ont des obligations à l'antenne. Donc, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Ce n'est pas juste zapper et on passe à autre chose. Non, à partir du moment où c'est accessible à tout le monde, donc tout le monde peut tomber dessus, il est essentiel que ces news répondent à ces critères-là. Et donc, ils ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi. Donc, non, ils ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi. Les syndicats, c'est un peu cause toujours, tu m'intéresses, non, là-bas. Il y a eu pas mal de grèves à la 3, c'est juste passé en force. Ouais, mais par contre, bah, du coup, les syndicats existent. On va pas se mentir, il n'y a pas beaucoup de médias où il y a des syndicats aussi forts, aussi investis. Et vraiment, je vous invite à aller voir, comment il s'appelle, Serge. C'est le patron des syndicats qui est très remonté et qui dénonce beaucoup de choses qui sont faites à France Télévisions. Et c'est très intéressant. C'est vraiment, on apprend beaucoup de choses. Alors parfois, voilà, c'est aussi les syndicats, donc c'est aussi une prise de position. Mais par contre, ça permet, voilà, si on veut faire une critique, en vrai, voilà, Frontières, ils veulent faire une critique de France Télévisions. Ils vont voir les syndicats, croyez-moi, ils en ont de l'information. Ils en ont, hein. Merci Kenza. Perso, j'ai trouvé classe que le quotidien invite des notes, bien sûr.
Ouais, bah, ouais. L'émission était plutôt de bonne tenue d'ailleurs. Perso, pour confier ce palestiniens, je suis des comptes Twitter de journalistes palestiniens. Bah, t'as raison, le fou, c'est aussi ça qui est intéressant, de gens qui sont sur le terrain. Et on oublie aussi que le métier de journaliste, c'est des gens qui sont sur le terrain, qui vont chercher l'information, ce qu'on appelle vraiment à la source même. C'est-à-dire qu'ils sont sur le terrain, ils filment, ils enregistrent, ils ont du témoignage, et c'est ça qui nous permet, nous, journalistes, aussi d'être les témoins de l'information qu'on doit relayer. Tout journaliste font de la politique en fonction de langue ou par omission. Euh, je te dirais que on essaie d'apporter une neutralité dans le sens où on va donner l'information, si on donne une information, il faut mettre son contradictoire pour que la personne qui vient lire l'information se dise il y a un contradictoire, donc c'est info contre info. Donc ça, c'est le but d'un journaliste. En revanche, il y a une objectivité et des choix éditoriaux qui sont en effet, les choix éditoriaux peuvent être assimilés à la politique. Et donc, on peut te rejoindre là-dessus. Après, euh, les journalistes ne sont pas censés faire de la politique, ne pas les confondre avec les éditorialistes qui, eux, peuvent prendre des positions politiques. Et donc, ça crée parfois un mélange des genres, en effet un peu critique, où on se dit ça engage aussi une chaîne, une émission, un journal, une radio. Donc voilà, il y a plein de sujets comme ça, mais c'est normal d'avoir ce questionnement autour du rapport journaliste et politique. Euh, Ouais, c'est rare d'avoir un dirigeant qui sont invités ailleurs. Il y avait une émission d'investigation avant sur le canal. Ouais, complètement, complètement, bah, qui a été arrêtée par Vincent Bolloré. Et au niveau tout à fait cash. Je t'appelle cash. C'est gratuit sur la TNT. J'ai déjà entendu des coûts de diffusion à plusieurs millions. Ah oui, alors Hugo, j'ai de la le fait de diffuser ta chaîne à la télévision, c'est gratuit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'Arcom, anciennement CSA, euh, te dit, voilà, tu auras la fréquence numéro 9, la numéro 10, la numéro 8, ça, c'est gratuit. C'est-à-dire que tu ne payes pas pour être à la télévision. Tu ne payes pas pour être dans tous les foyers des Français. Tu ne payes pas. C'est comme une chance. En revanche, toi, tu payes pour pouvoir produire ta chaîne. C'est-à-dire que tu dois payer une structure, euh, les RH, des journalistes, des rédactions, des productions, voilà, il y a des studios. Il y a énormément de choses que tu produis. Et c'est là où, en général, tu montes à des 20, des 40, des 50, des 60 millions de coûts de production, de coûts de grille. On appelle ça les coûts de grille pour pouvoir produire. Mais tu ne payes pas pour avoir ta place à la télévision, pour être accessible sur toutes les antennes. C'est-à-dire que demain, une chaîne décide de diffuser en boucle juste une vidéo, elle pourrait le faire. Après, elle ne répond pas à son cahier des charges et ça peut être puni. Simino, Serge Simino, merci l'O2A. Serge Simino, en effet, Serge Simino, voilà, si on veut avoir une critique de France Télévisions, vous demandez à Serge Simino, il vous la donne tout de suite, tout de suite. Une chaîne, ça coûte des millions. En fait, ils font exactement ça. En vrai, TNT gratuite, je pense que tu as dit une bêtise. Dans plusieurs coins, c'est Towercast, je sais pas. Non, la TNT, c'est gratuit. Ouais, TNT gratuite, ouais. C'est très rare la contradiction, je trouve. Bah, il faut plus de contradictions sur les plateaux. Mais pour avoir une contradiction, il faut un socle commun. Faut être. Ok, mais c'est trop bizarre du coup. Comment les opérateurs privés s'y retrouvent? Ah, ok. Hugo, ah, putain, c'est super intéressant parce que les questions que tu poses, Hugo, sont très très intéressantes parce que c'était un vrai sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la TNT, on peut tous y avoir accès. Normalement, voilà, tu as une télévision, tu peux l'avoir de manière gratuite. En revanche, comment les opérateurs privés, donc je pense que les opérateurs privés, tu parles des box, arrivent à s'y retrouver? Eh bah, les chaînes, vous savez que les chaînes, donc TF1, Canal+, France Télé, je crois pas que France Télé le fasse, mais M6, font payer SFR, Bouygues, Free, MyCanal le droit de diffuser leur chaîne. C'est fou, c'est vraiment assez dingue. Non, je parle de certains émetteurs qui sont gérés par Tour Orchestre du groupe Énergie. Attends, oh, je vais pas te mentir, Tour Orchestre, je sais pas exactement ce que c'est. Alors, la société Sogentech est créée en 86-92. En fait, le groupe Énergie annonce son intention. Donc ça, ma bonne question. Pour ça, j'avoue.
Ouais, ouais, je vois, ouais, je vois, c'est le concurrent TDF. Bah, en fait, ça doit être payé, je pense, par les chaînes. Mais en tout cas, le fait d'avoir cette place sur les fréquences TNT, c'est gratuit. C'est le seul point que on t'aime, Hugo. Sur CNews, ça a toujours le même sens. Le modèle Luna va-t-il donner des idées à d'autres? Oui, bien sûr, les droits de diffusion. Ah oui, ça, on sait bien. Ceux qui ont Canal n'ont pas eu TF1 pendant. Ouais, exactement, c'est ça. Vous êtes toujours sur Cash? Ouais, on a terminé, mais comme on a un peu. On a tendance à faire des digressions. Méga technique, la question sur Tourcast. Le modèle Hanouna avec sa web TV va-t-il donner des idées à d'autres? Bah, je pense pas parce que financièrement, ça a l'air d'être très très compliqué. Le seul qui a apporté un peu de nuance, c'était Gérard Leclerc, mais depuis son décès, perd son âme. Gérard Leclerc, qui a été mon professeur à l'école, hein. Donc c'est triste. Mais après, voilà, c'est des évolutions. Pour le fonctionnement des diffuseurs, j'ai pas envie de te dire de bêtises. Euh, j'ai pas envie de dire des bêtises. Qui paye pour TDF et Towercast. On va aller vérifier. On va aller vérifier. Euh, bon, ça m'a l'air un peu complexe. Ça m'a l'air un peu complexe. Qui paye exactement? Je pense que c'est les chaînes. Je pense quand même que c'est les chaînes qui payent pour être diffusées et choisir son émetteur. Euh, ensuite, j'essaie de vous rattraper en même temps. Ça m'étonne qu'il a fait une cagnotte pour. Peut-être qu'il va le recenser sur Twitch, hein. Ouais, le mari de Julie Leclerc, tout à fait. Et le frère de Julien Clerc. T18, ouais, T18, c'est pas foufou. Tu devrais faire de l'ACMR avec les touches de clavier, elles sont lourdes. Ouais, et puis j'ai tendance à taper un peu fort. Honnêtement, penses-tu que T18 et Novo 19 auront un avenir sur la TNT? Euh, Manu, moi, mon cher Manu Lassab, je me souviens de toi à l'époque quand j'étais à Pure Média. Euh, moi, je pense que oui. Honnêtement, je pense que on est un peu sévère, faut laisser du temps. Il y aura peut-être des investisseurs qui vont arriver. Est-ce que les deux vont tenir? Je sais pas. Novo 19, faut lui laisser le temps. T18, il y aura aussi tout l'été, ce que j'expliquais tout à l'heure, tout l'été aussi pour former sa grille. Ils sont arrivés aussi dans une période un peu bâtarde de début d'été, donc c'est un peu compliqué. Je pense que ces chaînes, j'ai déjà vu des histoires de 3 millions par an. Ok, ça, en vrai, retour de Kepuk et DCDL sur T18 ou 9 Après, ça coûte cher hein, quand même de produire des jeux, hein. Et on sait que ces chaînes-là, elles aussi entre 40 et 50 millions d'euros de coûts de grille. Donc, 9 j'ai peur, mais T18 un peu moins, justement parce qu'ils ont un rodage. Après, pas oublier que T18, ils sont en rodage. Un, deux, ils sont détenus par un milliardaire, Neil Kretinsky, qui, s'il veut vraiment impacter sur les médias français, n'aura pas le choix, n'aura pas le choix de mettre le paquet et de mettre de l'argent dessus. Donc ça, il n'aura vraiment pas le choix. Donc ça, c'est obligatoire. Nouveau 19, ils sont en recherche de d'autres investisseurs. Donc ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'ils vont s'en sortir. Mais ça va être vraiment le mystère, quoi. Ça va vraiment être le mystère. Je connais, en vrai, Nouveau 19, j'ai peur. Je connais plusieurs personnes qui ont rien à faire des médias et qui ont déjà regardé des docus. Ok, ok, ok. Mais après, toujours la même chose, la grille, elle est toujours pas claire. Mais je pense en vrai, T18 et Novo 19, on va laisser l'été et en septembre, on pourra vraiment juger avec les audiences. On pourra juger avec les audiences, ce qui sera aussi très intéressant. En ce moment, c'est un reportage animalier, c'est plutôt sympa. Ouais. Le panneau de la 19, ça a attiré des masses. Ouais, c'est sûr. C'est une chaîne d'info. Non, non, c'est une chaîne. Non, c'est pas une chaîne info, Allfou. C'est une chaîne généraliste et portée sur les régions. Novo 19 d'arriver vraiment fort, vu qu'ils lancé lors de la nouvelle rentrée. Ouais, mais je pense pas que c'est aussi fort. On va pouvoir laisser du temps aussi. Je termine juste du coup ce qu'on en parlait tout à l'heure, mais du coup, Frontière a dit que Cache Investigation a fait l'objet de poursuites, de diffamation, de plaintes, de violation de domicile saisies auprès de l'ARCOM. Un palmarès dont la caille du journalisme
semblent être fiers. Évidemment, comme le rappelle le communiqué, ils n'ont jamais été condamnés par qui que ce soit, ils n'ont jamais reçu de plainte pour diffamation, été condamnés pour diffamation, de violation de domicile, ils n'ont jamais été punis et sanctionnés par l'ARCOM. Euh, et donc ces trois contre-vérités ou approximations ne sont que quelques exemples parmi les nombreuses erreurs factuelles qui ponctuent la vidéo de Frontière. Enfin, ce format publié par Frontière intervient 2 jours avant la diffusion dans l'émission Cage d'une enquête politique et business sur Pierre-Édouard Sterrin, ce milliardaire exilé fiscal revendiqué qui a décidé de faire gagner la droite et l'extrême droite aux prochaines élections. Donc voilà, il se pose la question dessus. C'est quoi le problème de Salia Bracni, oula, Salia Braclia? Alors, en on, il n'y en a pas. En off, il y aurait des désaccords avec la directrice de rédaction Agnès Varmian. Oui, t'as raison, Hugo, au moins c'est déjà là. Frontière, c'est un média extrême droite, non? Oui, oui, c'est ça. Penses-tu que c'est l'intimidation, comme dit un autre? Oui et non. En vrai, ça vient de Garin. Ce terrain, c'est bon. Qu'est-ce qui vient de Garin? Mais pour répondre sur est-ce que c'est intimidation? Oui et non. Je pense que le service public en soi va pas basculer. En revanche, on le voit et on l'a vu dans le chat, il y a des personnes qui pensent vraiment que ce documentaire du coup de Frontières est juste et bien réalisé et réalisé avec véracité, les informations sont fiables. Là où le communiqué prouve que non. Et le problème, c'est que le communiqué, pas grand monde va le voir et le risque de désinformation est bien trop grand. Et donc, il est essentiel d'aller, d'avoir ce réflexe chez vous aussi, de vous poser les bonnes questions de bah, qui me parle, d'où ça vient, quelles sont les informations qui sont derrière, etc. Lorsqu'on publie factuellement de fausses infos comme le fait Frontier, il devrait être condamné. Exactement, mais c'est de la diffamation. Hein. Il pourrait déposer plainte pour diffamation. Là, l'info sur Salia, est-ce que c'est lui qui l'a sorti en premier? Peut-être. Après, il sort tellement de choses que je ne saurais pas te dire, Kansas, si c'est lui qui l'a sorti en premier. Après, voilà, tout le monde l'a évoqué. Je sais que le Parisien, ils en ont parlé aussi avec Agnès Varamian. Donc, c'est des sujets qui ont déjà été évoqués. On va avancer rapidement. On va aborder des petits sujets. Où est-ce qu'on en est chez BFM TV? Bon, concrètement, c'est un peu compliqué chez BFM. Salia, on ne sait pas encore. Elle devait faire du C dans l'air, mais pour le moment, on ne sait pas encore. Peut-être qu'elle va rester à France Télé, c'est possible. Clément Garin, il lance des fléchettes à l'aveugle, à un moment, forcément, il tape dans le mille. Calvi, un retour de Calvi à BFM. Alors sur BFM TV, ils ont perdu du coup plein de monde. On sait, Adeline François, elle va sur LCP. Donc voilà, ça c'est des petits transferts de ci, de là. Côté BFM TV, du coup, ils ont perdu le fils, comment il s'appelle, mince, Duhamel. Donc, ils vont devoir retrouver quelqu'un à l'Access. Des rumeurs parlent encore de possibles départs. Non, franchement, c'est pas vrai. Il lâche des bonnes infos. Non, après, oui, bon, parfois il merde. Mais en fait, il est là. Tu vois, Kenza, euh, il sort parfois des bonnes infos. Parfois, il sort n'importe quoi. Et il est là le souci. C'est toujours la même chose. Tu vois, je me répète. Mais quand il balance la fausse information comme quoi un candidat de Secret Story serait accusé de je sais pas quoi, et tout ça est complètement faux, mais il le sort avec un aplomb comme pas possible, et il dit après je me suis fait avoir. Non, un journaliste ne peut pas dire je me suis fait avoir. Un journaliste ne se fait pas avoir. Il sort une information quand cette information est sûre. Et donc, il est là son souci, c'est qu'il peut sortir plein de bonnes informations, et vraiment, hein, il a d'avoir des très très bonnes sources, mais après, il peut aussi se tromper et de manière très flagrante et très importante. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et donc, c'est pour ça que je peux pas euh, dire aux jeunes, suivez-le les yeux fermés. Non, parce qu'il ne fait pas un travail journalistique pointu. Je pense qu'il a vocation à le faire, et je lui souhaite vraiment à le faire, et je pense qu'il s'améliorerait à le faire, sauf qu'il ne le fait pas, et le fait de ne pas le faire fait que on peut se retrouver avec des grosses informations qui peuvent parfois faire d'énormes dégâts. Clémentin n'a pas intérêt à nous bait avec l'élimination d'Emilien. Le truc, c'est que voilà, ayez un réflexe citoyen face à une information d'une personne qui a déjà sorti des fausses informations. C'est-à-dire d'où il sort ces informations, qui il est, et est-ce qu'il est fiable. Et ensuite, bah, prenez ça comme de la rumeur,
Voilà, des rumeurs, ça existe partout. Il suffit qu'une rumeur, elle peut être vraie, elle peut être fausse. Mais une rumeur, voilà, elle mérite quand même de poser les bonnes questions, de s'interroger et de ne pas la prendre pour argent comptant. On est au niveau de rumeurs. BFM me rappelle ce que CNews avait vécu avec l'arrivée de Morandini, vague de départ. Sauf Jay que là, le départ, il n'y a rien qui le déclenche comme tel. A priori, tout le monde se barre, c'est quoi le problème? Alors peut-être des désaccords éditoriaux, peut-être des accords éditoriaux et ensuite bah aussi bah, c'est le moment de partir, le moment où on peut certains sont là depuis très très longtemps et partent avec un gros chèque pour de nouvelles aventures et c'est aussi ce qu'on peut retrouver. Euh, donc je pense que c'est aussi ça qui fait le départ et le fait que la chaîne bah, a du mal à se trouver éditorialement. Va falloir vraiment là reprendre un peu de soupe pour repartir de plus fort parce qu'en effet c'est un peu dommage de voir tout ça. Benjamin Duhamel a failli prendre le 20 ans de la 2, mais il est plus intelligent que ça, que sa mère. C'est Hugo qui dit ça. Il s'est fait brain par une meuf de TikTok. Bah ouais, mais c'est sa faute, Kenza. S'il s'est fait avoir par quelqu'un de TikTok, c'est le travail même d'un journaliste de ne pas tomber vraiment dès qu'une information nous est donnée telle quelle. Il s'empresse et il s'emporte parfois, oui, c'est vrai, c'est ça. Tu sais, BFM, on est où économiquement avec toutes les ouvertures de BFM local à Lyon? Alors, très intéressant, Sarah. L'ouverture des locales de BFM TV est un trou financier constant, vraiment. Euh, Pourquoi c'était intéressant à l'époque de Patrick Drahi d'ouvrir ses antennes de BFM TV? Il faut savoir que SFR avait du retard quand même sur ses antennes et implanter un BFM TV dans certains lieux, dans certains territoires, pouvait permettre des négociations aussi pour ces antennes téléphoniques, des opérateurs téléphoniques. Donc il y avait cet intérêt, l'idée de se mettre, on met BFM et pouvoir négocier plusieurs choses en même temps. Voilà, toujours une vision très euh, périphérique aussi d'un travail, voilà, du média et de l'empire d'une entreprise qui peut avoir derrière, qui elle est capitaliste. Sauf que sur place, les moyens donnés à BFM TV sont pas énormes. Vraiment, moi j'ai des amis qui sont là-bas. Voilà, ils sont payés à la pige. C'est pas forcément les plus belles piges qu'on peut avoir dans les antennes de BFM TV. Et c'est très difficile de trouver un vrai équilibre financier, puisqu'en plus on passe sur la TNT, donc les audiences sont pas aussi importantes qu'on peut avoir sur un BFM TV à la télévision. Ensuite, c'est aussi les pubs. En vrai, je trouve ça ultra intéressant d'avoir quand même des antennes de BFM TV, mais économiquement, c'est très compliqué. Tac, 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 tac. Mais il y a aussi de vraies informations. Ouais, 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 on va pas refaire le débat. Le cas BFM TV est complexe avec le départ de près de 80 journalistes et ses stars partent. Tout à fait, Manu. Euh, il y a 7 équipes de foot minimum. L'info, c'est comme avec Trump, il faut pas prendre pour argent comptant ce qu'il dit. Ouais. Oui, pour ça, oui, ça nous a étonné. Ils ont débauché à l'époque tout le réseau Radio France. Ouais. Alors que les locales se noyaient dans le service public et maintenant ça taille le budget BFM. Tout à fait, Sarah. Tout à fait. C'est un peu presque le revers de la médaille parce on avait un Patrick Drahi qui a investissé énormément. Là où Rodolphe Saadé, et on l'a vu avec BFM Paris, coupe là où ils perdent de l'argent concrètement. Donc c'est des économies qui vont un peu partout. BFM Lime, BFM Grand Littoral, les locales de toutes les radios, j'ai envie de dire, sont en train de crever. Oui et non. Les locales radio, ça a encore une vie et je pense qu'il faut vivre en province pour s'en rendre compte que les radios locales sont plus écoutées qu'on ne le pense. Parce qu'il y a une vision parfois aussi parisienne où nous, voilà, quand on est à Paris, on va pas regarder le local parce que typiquement, le local, c'est les chaînes d'information, c'est le JT, c'est du 20h, on va parler de Paris très souvent. En revanche, les locales ont un jeu à jouer vraiment. Donc c'est assez intéressant. Et vous recrutez qui à BFM? C'est la grande question. Parce que qui est-ce qui reste sur le marché, qui est en mesure de partir? Est-ce qu'ils vont les prendre Salia Braclia? Est-ce qu'ils vont les récupérer euh, comme il s'appelle Yves Calvi? Est-ce que voilà, c'est très complexe pour BFM TV aujourd'hui d'aller recruter. Marseille, ça marche très bien en radio, 300 000 auditeurs, je crois en bleu. Voilà, mais oui, oui, non, mais euh, moi, typiquement, tu vois, Sarah, quand j'ai fait France Bleu Orléans et France Bleu Champagne-Ardenne, c'est impressionnant. Oh, j'avais la petite voiture France Bleu, donc le truc, vraiment, comment les gens sont contents quand on arrive chez eux, nous disent oui, j'ai entendu votre reportage, oui, j'ai entendu ça, ah ouais, ça je l'ai entendu, parce que c'est à côté de chez eux. C'est ultra impressionnant la puissance
de la locale et aussi c'est pas pour rien que Ouest France reste aujourd'hui le premier quotidien de France. Alors un parce qu'ils sont très étendus quand même en termes de territoire, mais quand même moins que le Figaro, l'Équipe, le Parisien, mais parce que ça vient parler à l'information chez les gens et en fait les gens s'intéressent quand même à ce qui les entoure. Et donc je pense que il y a un journalisme local qui va continuer à vivre. Et peut-être que ça aurait pu être une stratégie de BFM, c'est absolument pas la sienne aujourd'hui. Et je pense qu'ils perdent de l'argent dans l'investissement qu'ils en font aujourd'hui. Et donc du coup, voilà, en termes d'audience, je pense que c'est un peu plus relatif. Moi aussi, j'ai fait France Bleu Orléans. Bah voilà, t'as connu France Bleu Orléans qui est proche de la place du Châtelet, pour ceux qui connaissent d'Orléans. Tac, tac, tac. Je suis bien en province, t'inquiète, en local, il n'y a que énergie. Je parle des décrochages. Ah, décrochages des réseaux. Ah, ok, ok. J'avoue, on en a plein de départs, mais quid de retour? Ça va être très intéressant, BFM TV, de voir comment est-ce qu'ils vont arriver à reconstruire cette grille afin qu'elle soit compétitive. Ici, Sud-Lorraine, je crois, elle se maintient bien. Merci les matchs de foot. Ok, j'ai l'impression de le voir partout. C'est quoi son actu? Tu penses qu'on aura des nouvelles de la grille de BFM quand? Bah, en ce moment, de toute façon, faut croyez-moi, moi aussi d'Orléans, les Halles de Châtelet, à Châtelet, Châtelet, les Halles, de ouf. Non, mais il y a une team Orléans là dans le chat, c'est génial. D'ailleurs, je passe avec le camion de l'information. Tu sais, je vous ai raconté, je suis dans une association. Moi, j'avais porté tout seul une tournée du camion de l'information en novembre dernier. On est parti à la rencontre des publics et de l'actualité. Et donc là, ils ont lancé l'association. Je l'ai épaulé dans la préparation, mais je ne l'ai pas tout fait tout seul. Et je suis juste sur quelques dates. Donc je pars dimanche prochain. Et donc je serai à Tours, à Orléans, avec le camion pour partir à la rencontre des gens et pour faire ce qu'on fait là en live, mais en vrai, en face à face. On se retrouve avec la team Jeanne d'Arc. Alors ouais, voilà, c'est ça. Euh, donc voilà, donc au cas où ceux qui sont à Orléans, qui vont voir le camion, n'hésitez pas à venir me voir et voir les journalistes qui seront là aussi avec nous et les événements qu'on va faire. C'est un petit événement estival. Pour revenir sur BFM TV, en effet, BFM TV, tout l'été, je pense, on va avoir le mercato. Ils vont avoir besoin de le muscler. Ils vont avoir besoin d'aller chercher des noms. Le marché est en train de se resserrer. C'est un peu comme au football, hein. Quand les joueurs sont bien dans leur club, c'est difficile d'aller les chercher. Il sera où, Orléans, le camion? Attends, je vais te dire ça. Je vais te dire ça. Je vais te dire ça. J'avoue que ça bouge tellement, les itinéraires ils bougent tellement. Le camion sera à Orléans. Ah, il sera à Orléans-la-Source. Mhm. Le 9 juillet. 9 juillet. Et normalement, on y est peut-être le 10 juillet. Et après, j'y serai de toute façon. Avec le camion, moi j'y dors là-bas. Donc on ira. Merci Nadia d'avoir suivi. Euh, Ceux qui veulent se faire le. Hein, on refait les médias autour un jus de pomme ou un jus de fruits. Mais ouais, donc pour revenir sur BFM TV, le mercato va être fait, mais comme dans le football, ça va être très très compliqué, ils vont devoir muscler. Peut-être est-ce le moment d'aller chercher de la jeunesse, aller faire monter des gens. Bah top, Mianis, c'est trop sympa. Ouais, n'hésitez pas, ceux qui sont pas abonnés, à vous abonner, c'est toujours donner de la force. Ikavi, Jacques Legros sur BFM TV, peut-être. Jacques Legros, je pense pas. Yves Calvi, peut-être. Besoin quand même voilà, il connaît la maison. Après, s'il faut aller chercher quelqu'un, il faut mettre le paquet. On a vu que Rodolphe Saadé était prêt à mettre de l'argent pour recruter Léa Salamé. Est-ce ils pourraient essayer d'aller chercher quelqu'un d'autre? Après, voilà, qui est attractif aujourd'hui sur le marché pour aller sur BFM TV? C'est compliqué. Est-ce qu'on imaginerait, voilà, si vous appelez BFM TV, moi je fais à minuit, je fais une émission média tous les jours. Thomas Soto. Ah ouais, il sortait le Chekos pour Thomas. Après Thomas Soto et sur RTL, ils l'ont sécurisé, ils l'ont cadenassé dans la matinale, il y a peu de chances qu'il quitte le groupe M6. Ouais, tu donnes des noms au hasard, ouais. Jacques Legros était chez Estelle Midi. Ouais, ouais, bah après, il fait sa promo. Ouais, non, Gilles Boulot. Oh, t'imagines, ils vont chercher Gilles Boulot, il sort le paquet, paf. Ce sera assez impressionnant. En tout cas, voilà. La situation, elle est compliquée. Les audiences sont quand même un peu plus compliquées, même si l'actu internationale porte. Mais les audiences sont un peu compliquées.
Donc voilà, donc BFM a intérêt à essayer de remuscler son jeu, aller chercher, peut-être aller chercher des jeunes qui ont du talent, qui ont un ton particulier. Audrey Crespo-Mara, pourquoi pas? Voilà, ça c'est une bonne idée par exemple. Enfin une bonne idée bien sûr. Je pense qu'elle est très contente peut-être où elle est actuellement, mais ça peut être une bonne idée d'aller la débaucher là-dedans. Donc bon, ça, je pense qu'on devrait avoir les informations prochainement, mais ils sont pas nombreux. Dans le LCI, elle cartonne, non? Ouais, ouais, ça monte pas mal, ça monte vraiment pas mal. Et c'est surtout aujourd'hui, on voit un LCI qui est en embuscade pour aller chercher BFM TV, ce qu'on n'aurait jamais imaginé il y a quelques années. Ça va être compliqué pour l'entrée 2025, on verra bien. On verra bien. De toute façon, tout l'été, on sera là sur TikTok, à part si je suis débauché et je suis prêt à plein temps et que j'ai plus le temps de faire des lives. Je ferai comme des lives, je vous oublierai pas. Mais, euh, mais je pense que ça va être sympa. On continue le live. Annulation du licenciement de Stéphane Guy de Canal+ par la Cour d'appel de Paris. Je sais pas si je vous avais raconté cette anecdote. Comme quoi, j'aurais un rôle dans tout ça, selon l'un des protagonistes. Je dis ça, je pense, à mon snack quand il ouvre. Il met la 15, il a même pas remarqué que ça allait changer. Ah ouais, c'est drôle. J'ai l'impression que BFM TV a trop consolidé ses acquis et justement, on n'a pas vu venir LCI. En tout cas, je pense que le changement de numérotation a profité à LCI, clairement, a pu mettre en avant sa grille et là où beaucoup de gens ne connaissaient pas. Et peut-être en effet, comme tu dis Hugo, des personnes ont conservé cette grille-là. Merci Chevrolet de m'avoir suivi. Et donc, il y a ce truc qui est possible. Comme ça avait été le cas un peu avec CNews au départ. Ouais, ouais, après CNews, c'est aussi une stratégie qu'ils ont eue, hein, faut reconnaître. Là. Si on parle juste de stratégie média, stratégie CNews, impec, impec. Donc, pour revenir à l'annulation du licenciement de Stéphane Guy, de Canal+ par la Cour d'appel de Paris, je vous raconte quand même l'origine complètement folle. Dans le bouquin qu'a sorti Sébastien Toen, il dit que tout démarre d'un article d'un journaliste de Pure Média. Il dit pas mon nom, mais c'est moi. Je pourrais vous le lire quelque part dans ma bibliothèque. Il y a un passage vraiment, Sébastien Toen parle d'un journaliste de Pure Média. Il dit que, en gros, à la base, il fait un sketch pour Winamax où il parodie euh, avec Julien Cazard l'heure des pros. Le sketch est vu par personne, il passe comme ça. Voilà. On le voit pas, paf. Moi, je suis en permanence un samedi. Très footeux, hein. Je pense que certains l'ont vu, j'aime beaucoup le foot. Et donc, du coup, dans mon live Twitter, je vois passer le sketch. Et moi, je suis de permanence, très peu d'actualité. Et je me dis, putain, cette séquence, elle est marrante, elle est bien foutue. Les punaises de lit, c'est moi. Non, mais, je me dis, cette séquence, elle est bien foutue, elle est vraiment pas mal. Vas-y, je la reprends. À la base, la vidéo, elle n'avait pas été vue par grand monde. Je la poste sur j'en fais un article. Selon le livre de Sébastien Toen, c'est en faisant l'article que l'un des big boss de Canal+, un certain euh, mince, j'ai oublié son nom. Là, je commence à fatiguer, mais un certain Gérald Brice-Viré voit l'article sur Pure Média, envoie l'article à Sébastien Toen et lui dit: Tu fais quoi? C'est quoi cette histoire? C'est quoi ce sketch? Ça va pas du tout. Sébastien Toen, du coup, lui assume complètement le sketch, se fait virer. Le problème, c'est qu'il était dans une émission avec Stéphane Guy sur le sport. Ouais, je fais virer des gens, ouais. Mais je vais vous retrouver après je vais retrouver après l'article, l'interview de Toen où il dit. Et donc du coup, Stéphane Guy dit à l'antenne, bah bon courage à Sébastien Toen, avec qui j'ai adoré travailler. Et là, à Canal+, mais comment? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est n'importe quoi. Euh, Vous soutenez Sébastien Toen, on te vire. Stéphane Guy, licencié. Les journalistes du service des sports, ils avaient mis des masques de Stéphane Guy, je sais pas si certains se souviennent, pour soutenir Stéphane Guy, c'est fait licencier. Ils sont arrivés, ils ont fait t'as soutenu Stéphane Guy? Ok. T'as soutenu. Ok. Toi, Stéphane Guy? Ouais. Toi, Stéphane Guy? Ok. Bon, les Stéphane Guy, c'est ciao, c'est dehors. Vous entendez? C'est ciao. Donc, ils sont tous fait tège. Tout le monde s'est fait virer. Stéphane Guy s'est fait virer. Sauf que Stéphane Guy, il a dit: Eh frérot, moi, on me vire pas comme ça, moi. Donc, il saisit les prud'hommes. Cour d'appel de Paris. Ça tombe cette semaine. Et donc, on apprend que, du coup,
annulation du licenciement. Le licenciement était du coup inapproprié, comme on s'y attendait plusieurs années plus tard. Et donc, en septembre, Stéphane Guy va retourner sur Canal+, commenter des matchs de football. Alors, est-ce qu'ils vont le mettre dans un placard? Est-ce qu'il va négocier, voilà, un départ? En tout cas, il y retourne, il récupère 700 000 euros qui représentent comme une partie de son salaire qu'il aurait dû toucher. Donc, c'est un sacré jackpot. Donc, Stéphane Guy, hop là, la meilleure sortie possible. Du coup, ça me donne envie de vous montrer Sébastien Toen, interview Florian Guadalupe. Est-ce que c'est celle-ci? Avec Sébastien Toen. Tac, tac, tac. Non, là. Elle était top, hein, d'ailleurs, si vous avez envie de la lire, elle est chouette, cette interview. C'était pas celle-ci. Parce qu'on, du coup, on découpait les interviews. Euh, c'est dingue, j'arrive pas à retrouver l'interview. Je crois qu'elle était découpée en trois. Je vais mettre Vincent Bolloré. Je pense que c'était ça. Ouais, il y est retourné en plus. Alors, le titre, c'était Vincent Bolloré est comme nous, ne rien à foutre. Je pense que c'est ici. Ah oui, alors il y a eu le fameux sketch Winamax, donc ça c'est moi qui pose la question, dans lequel vous parodiez l'heure des pros. Dans votre livre, vous citez à plusieurs reprises notre rédaction Pure Média comme le seul site qui a relayé la séquence en novembre 2020. Et là il me répond, c'est vous qui avez foutu la merde. Et je lui pose la question, sans entreprise, pensez-vous que l'histoire était différente? Et lui répond, je me pose la question, toi et tes amis, vous êtes responsables de 30 licenciements, bravo. Moi, j'ai des nouvelles de Canal+ avant que votre article sur le sketch ne sorte. Ce qui est fou, c'est que le sketch semble vraiment poser problème, alors que finalement, il n'était repris que par vous. Et les 150 000 Winnie amis. Donc, c'est un public très particulier. C'est 150 000 vues, on est ravis. Ce n'est pas une vidéo de Mister V, ça ne fait pas 3 millions, ce n'est pas repris partout. Toute l'histoire est alors pathétique, le sketch ne fonctionne pas particulièrement. Tout le monde s'en fout. Et le fait qu'on me dise que ça ne va pas du tout et que ça parte en vrille, là, le sketch fait 1 million. Tout le monde a vu ce sketch, c'est le sketch d'Action Discrète que tout le monde a vu. Donc voilà, donc la fois où, selon l'ami, j'ai fait. Donc pourquoi il retourne là-bas? Parce que Sébastien Toen n'a aucune race. Non. Et ça le ferait rire de dire que je dise ça. Non, non, mais parce que Sébastien Toen, ça l'éclate, ça l'amuse. Il s'amuse complètement, il se fout en fait de tout ça, il se fout, lui ça le fait marrer. Il se dit, je me suis attaqué à Vincent Bolloré dans un bouquin, il me réembauche, mais j'y vais. Il se dit, mais tout le monde irait. Ah, tu parles de Stéphane Guy? Excuse-moi, Loanelli. Stéphane Guy, bah clairement, je pense, il voulait annuler son licenciement. C'est-à-dire qu'il a contesté son licenciement. C'est-à-dire qu'il s'est fait quand même virer parce que parce qu'il a soutenu quelqu'un en lui disant bah bonne route, bon courage, j'ai adoré bosser avec toi. Ce qui est honnête. Et donc il s'est fait virer pour ça, et lui du coup il dit je saisis les prud'hommes. Attends, c'est inadmissible de se faire virer pour cette raison. Et c'est parce que il a saisi les prud'hommes que s'il annule son licenciement, il est obligé d'y retourner. C'est-à-dire que son CDI refonctionne. En tout cas, son contrat, dans la manière, je sais pas si c'était un CDI, mais je pense que c'était un CDI, refonctionne. Et donc, comme il refonctionne, il est obligé de retourner à Canal. Après, donc du coup, surtout, il prend le jackpot des 700 000 euros. Donc, tous les mois, il aurait dû être payé. Il a quand même bossé pour une autre personne, mais ça, c'est pas pris en compte. Et donc là-bas, peut-être que Canal va lui proposer une rupture conventionnelle de partir avec un gros chèque. C'est possible. Mais en tout cas, il redevient salarié de Canal. Donc en fait, c'est obligatoire. C'est presque mécanique. C'est automatique. Donc voilà, donc il va retrouver Sébastien Toen. Donc ça, c'était le petit sujet sur Stéphane Guy. Euh, Certains en ont parlé tout à l'heure, on va pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais Christine Kelly sur Europe 1, ça semble assez logique. Pascal Pro, du coup, récupère la tranche de Hanouna l'après-midi. La tranche de Pascal Pro était vacante. On s'est posé longtemps la question de savoir est-ce que Jean-Marc Morandini allait revenir ou non sur Europe 1. Là, c'est une information des jours qui a annoncé que finalement non,
Jean-Marc Morandini ne viendra pas sur Europe 1, donc il devait trouver quelqu'un. Christine Kelly viendra, elle s'éclatera, elle fera du Christine Kelly, elle fera du Europe 1. Et donc voilà, et donc la grille d'Europe 1, on l'a pour demain, elle ne devrait pas bouger. Et ce qu'elle fait rêver, bah, elle va peut-être faire rêver les fans d'Europe 1, quoi. C'est ça. Morandini, avec Canada, avec les stagiaires de seconde, ouais, complètement. Ouais, on avait parlé la dernière fois, c'est assez fou. C'est quand même assez fou. Donc voilà, Christine Kelly, qui a du coup une nouvelle casquette à la radio. Euh, à voir ce que ça donnera. À voir ce que ça donnera. On passe à un sujet qui a fait parler, qui est assez intéressant. J'en ai parlé pas mal moi pendant les vacances. C'est les cas de harcèlement dans Secret Story. Elle a un ton dans la voix qui fait très radio. Ah ouais, tu trouves? Ok. Et le fait que la production intervienne. Donc, donc moi, je suis pas un gros consommateur de Secret Story. J'en fus un. Aujourd'hui, c'est une télé qui est quand même assez présente, qui a quand même une forte dynamique. Sur Secret Story, on a pu voir plein de choses depuis des années, vraiment. Quand on retrace l'histoire de Secret, on voit quand même des choses qui ont été assez folles dans cette émission. Il y a eu des bagarres, il y a eu des gens exclus, il y a eu énormément de choses. Euh, on découvre cette saison, notamment avec le retour des lives. Alors, elle, c'est Kelly avec un air de Sainte-Nitouche, elle m'agace. Ok. Tu parles de Christine Kelly, ouais, je sais. Euh, ouais, donc on voit clairement dans Secret des scènes qu'on ne pensait pas voir aujourd'hui en 2025, c'est-à-dire Romy qu'on voit ici, mais il y a aussi Anita, donc deux femmes de couleur noire, qui sont noires, euh, cible de harcèlement au sein d'une émission de télé-réalité. Et ce qui est intéressant, ce qui est très très intéressant dans ce cas-là, bon déjà, bon, je vous donne les faits, hein, donc du coup, il ignore, il lui parle mal, il se moque de leurs cheveux, il se moque de leur voix, euh, il les met vraiment de côté. Et donc, ces deux femmes subissent, on le voit même physiquement, c'est très très dur pour elles. Et pour la première fois, c'est la production qui est intervenue. Quand je dis la première fois, c'est que d'habitude, c'est la voix qui intervient. C'est Castaldi à l'époque, c'est Beaugrand aujourd'hui. Là, c'est la productrice de l'émission qui est intervenue. On peut se demander, hyper chaud c'est sur harcèlement en Big 2025, ouais, c'est très grave, ouais. On peut se demander, euh, déjà, c'est assez fou de voir la production qui intervienne, mais surtout on peut se demander la hauteur, le niveau, la gravité de la sanction, parce qu'il n'y en a pas eu, parce que les faits, ils ont été vus, et ils ont été pointés, et les téléspectateurs ont été choqués que par rapport à ce qu'ils ont vu, et ils n'ont rien eu. Ils ont eu un rappel à l'ordre. Et je pense qu'il aurait peut-être mérité, c'est scénarisé, tout ça, vous ne croyez pas? Si on regarde cette fille en photo, parle aussi très mal. Non, non, elle parle pas très mal. Pour le coup, j'ai vu les extraits. Euh, elle met plutôt la bonne humeur, hein. En vrai, et rien ne justifie le harcèlement. Je pense que c'est assez essentiel de le dire, même ici. Rien ne justifie le harcèlement, rien ne justifie les propos en raison d'une couleur de peau, donc des propos racistes. Rien ne justifie ça. Rien du tout. Même une dispute, même un désaccord ne justifie pas le harcèlement et les attaques en soi ceinture. Donc on a, je vois, c'est assez marrant, ils demandent l'âge de Kenza, parce que Kenza, tu parles comme une jeune, hein, c'est comme ça, hein. Moi, ils ont dit, vu la petite perte de cheveux ici, il y a un certain âge, mais Nourri avec Camilla insupportable, les violents, Secret Store, aucune sanction, en plus les gagnants. Ouais, pour moi c'est de la télé poubelle. Mais en tout cas c'est de la télé divertissement, donc c'est du divertissement comme on a pu avoir dans les années 2000. Donc on a eu cette scène, voilà ce que je viens de vous présenter. Donc pas de sanction particulière. Moi j'aurais bien aimé quand même une sanction de on vous nomine, pour vous faire comprendre que bah tu débordes des règles, tu mérites de partir. Euh, Par le passé, il y a des gens qui se sont fait du coup nominés comme ça, qui même se sont fait virer, exclure. Ce qui est assez intéressant, c'est de se dire que l'époque a changé. C'est que certains pourraient imaginer que ça n'existait pas avant. La réalité, c'est que la télé-réalité, à l'époque, et quand j'ai à l'époque, je parle même d'il y a 6, 7 ans, 5 ans, si on prend au début de Sky Story, il y a 15 ans, c'était déjà ultra violent. C'était des gens qui poussent à l'extrême. C'était quand on pense à
une des gagnantes qui s'appelait Marie, alors elle, pareil, on n'aime pas, c'est autre chose, mais qui se faisait harceler, qui subissait ça de manière ultra violente, quand on se rend compte que il y avait des bagarres, que le côté psy, nous, téléspectateurs, euh, on se rendait pas compte, on mettait pas les mots sur le harcèlement. C'est là où on voit quand même que 2025 a avancé, c'est qu'aujourd'hui, on met des mots sur ce harcèlement, on met des mots sur des actions qui sont graves et on réagit. Mais je pense quand même que l'effet de les punir dans le cadre du jeu aurait été plus efficace, leur faire comprendre que, bah, en fait, ok, on va peut-être pas te virer, mais par contre, on n'oublie pas et on te met l'un de vous va subir ce truc-là et du coup, à l'avenir, ils peuvent se dire, bah en fait, je continue à jouer, donc je vais arrêter de faire des conneries. C'est très malsain cette réalité parce que ça repose sur le principe de leader, bully, horrible. Exactement, ouais, Kenza. C'est là vraiment le complexe, c'est que on peut avoir du clash, on peut avoir, c'est la réalité, hein, comme il y en a dans plein d'autres, comme il y en a, parce que réalité, c'est un mot qui est très large, on pense aujourd'hui surtout quand dans ce format-là, enfermé ou avec des starlets de télé-réalité. Mais ouais, l'équipe ci va avoir du boulot. Je crois que c'est la saison 2, Marie-France, elle avait tenu des propos homophobes, exclusiaques. Ouais, oui, t'as raison, Hugo, je crois que t'as raison, ouais. On voit qu'ils cautionnent pour le 10 mat. Mais en tout cas, ils essayent de faire aussi passer des messages, ce que j'essaie aussi de faire passer ici, euh, c'est que il peut y avoir à la télévision, dans ces émissions-là, dans la télé-réalité, même quand je pense à la télé, je pense koh je pense Pékin Express, du clash, du conflit, du désaccord, ça monte. Mais tant que ça reste vraiment dans un cadre de jeu, c'est-à-dire on peut être en désaccord, on peut ne pas s'apprécier, on n'a pas besoin de nuire à l'autre. Et ça, c'est assez dangereux, surtout quand on essaie de reproduire des formats qui correspondent au format du quotidien. C'est-à-dire, quand on regarde Secret Story, les gens ils mangent, les gens ils dansent, c'est exactement notre quotidien à nous. C'est-à-dire que on est humain, on vit dehors, on va danser, on va manger, on va boire avec nos amis, on n'y va pas pour se faire harceler. Ces choses-là sont assez graves. Et je pense qu'ils auraient dû encore plus l'imposer, le rappeler. Et j'espère que dans ce qu'ils ont public qui est quand même jeune, l'audience de Secret cartonne sur les cibles jeunes, cartonne, vraiment cartonne. Donc il y a des messages à répéter, vraiment, et sur différents points. Et donc il est essentiel quand même pour une émission comme Secret Story, si elle accepte aujourd'hui d'être à la télévision en 2025, elle a le droit d'avoir du conflit, d'avoir du drama, d'avoir des amourettes, tout ça, c'est possible. En revanche, le harcèlement, c'est non. Je pense que voilà, il n'y a pas de débat et je dis certainement des banalités, mais parfois il faut le rappeler et c'est intéressant de voir que bah, c'est des jeunes qui ont plus de 20 ans qui font ça aujourd'hui et il y a des gens qui souffrent, qui sont en souffrance. Donc ça reste quand même assez grave. Je crois que c'est une première quelqu'un d'autre que la voix qui leur parle. Ouais, exactement, tout à fait diffusé, ouais, ouais. C'est dans mes souvenirs, c'est pour ça que j'ai voulu même en parler, que ce soit la productrice, une personne qui n'a pas forcément l'habitude de prendre la parole dans une émission, qui prenne la parole comme ça, c'est très rare. Ça montre aussi l'impact parce que eux, ils les connaissent tous, la productrice. C'est pas la voix qu'ils connaissent pas, c'est pas quelque chose de nébuleux, c'est pas un Christophe Beaugrand qui est un animateur et qui est pas quelqu'un qui est au contact avec eux. C'est la productrice, elle les a rencontrés avant pour les préparer, pour les briefer. Donc ça a un impact, ils savent très bien qui sont concernés et il est essentiel de le pointer, que ce soit voilà ici, mais je pense voilà dans le chat, ici, on est plutôt bienveillant, on est dans le débat et on fera jamais du harcèlement ou de l'insulte ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est important voilà, de pointer ce truc qui existe et montrer que bah, on n'est plus dans la télévision d'il y a quelques années. Mais qui ne connaît pas la voix maintenant? Oui, on la connaît, mais tu la connais pas personnellement, tu vois, c'est ce que je voulais dire. On avance, on avance, on avance parce que je suis un peu fatigué. Oh, c'est un peu fatigué. Il nous reste deux actus. Je ferai mon top des présentateurs plus tard. Je suis désolé, je suis un peu crevé comme je vous disais. J'ai dormi 3 heures cette nuit et malgré la petite sieste cet après-midi, ça a été un peu compliqué, mais je voulais faire. Laurence Boccolini, quel parcours. Ouais, n'hésitez pas à vous abonner, hein, ceux qui vous abonner. Laurence Boccolini, quel parcours. Incroyable. C'est dur sa carrière, c'est dur. TF1, elle était partie. Elle rejoint France Télévisions. Les enfants à la télé, c'est fini. Ah, t'as pas fait de sieste? Ah, dommage, Hello. J'ai réussi, moi, mais bon, j'ai encore un peu la tête et il fait un peu chaud, arrête, comme j'ai le visage qui brille. Déjà, j'ai plus les coups de soleil. Laurence Boccolini, du coup, un parcours un peu en dents de scie.
Je rappellerai quand même à Europe 1, où elle a pas réussi à tenir toute la saison, l'après-midi. Là, elle se fait évincer des enfants de la télé. Pourquoi? Pourquoi il la vire? Exactement, les questions se posent. Est-ce que elle-même serait plainte en, en interne de certains éléments? Je sais pas. Euh, Si seulement France Télévisions la libérait plus tôt. Ouais. Surtout qu'elle reste à France Télévisions. Elle reste à France Télévisions, Laurence Boccolini. Parce que on la reverra. Le maillon faible va revenir. Ouais, mais bon, c'est Olivier Mine qui va présenter. Son état de santé, son caractère, on fait que. Sûrement. Sûrement, sûrement. En tout cas, elle garde toujours la petite pastille à mot de passe le soir. Et c'est tout pour elle. Donc maintenant, qui pour la remplacer? Parce qu'on va pas encore mettre Bruno Guillon, Cyril Ferraud, enfin toujours le même visage. Qui va remplacer Laurence Boccolini pour ce poste-là? À voir. Damien Thévenot, ouais, peut-être Damien Thévenot. On verra en tout cas, on verra. Elle va apparaître 5 minutes tous les jours. Ouais, c'est ça. Une personne de France Télévisions. Peut-être Damien Thévenot, mais après, je pense qu'ils vont essayer de prendre comme quelqu'un de la télévision qui peut connaître, qui peut hoster. Des nouvelles de Sébastien Follin, non. Bon, on n'a qu'à lui demander. Sébastien Follin. Bah, j'ai pas vu pourquoi elle a été évincée. C'est pas dit du tout. C'est pas dit du tout. Sébastien Follin, bah, peut-être qu'il fait plus rien, ou peut-être qu'il fait d'autres choses. Il était en prod. Euh, donc c'était une info de Jean-Marc Morandini qui a été confirmée par le Parisien. Elle a été virée. Il n'y avait pas les audiences parce que c'est pas les audiences. Est-ce que c'est pour faire des économies et peut-être que l'émission va pas revenir? Ouais, c'est ça. Peut-être que les émissions l'émission va pas revenir. Peut-être Flavie Flamand, ouais, ouais. Like, partage, commente, c'est possible. Avec son départ, tac, tac, tac. En tout cas, c'est compliqué pour elle. Peut-être que elle pourrait être appelée par M6, hein. M6 continuerait son grand mercato. Mais à mettre où? Parce qu'après, il faut aussi trouver des espaces, il faut trouver des cases, il faut trouver des lieux. Donc, c'est pas toujours très simple. Donc, pour Laurence Boccolini, c'est un départ des enfants à la télé, c'est tombé aujourd'hui. Rumeur Bernard Montiel, ouais, on sait pas trop, hein. Et je passe un peu vite parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Question pour un champion, c'était le sujet du jour. C'est la petite vidéo que j'ai fait dans l'après-midi. Euh, Parce que, question pour un champion, donc cette information est sortie ce week-end. Je l'ai vu chez mes confrères du Parisien. Question pour un champion s'arrête dans sa forme semaine. Question sur un champion, c'est 37 ans en quotidienne du lundi au vendredi. Exactement, Hugo. Il y a un risque. Ça sent jamais bon. Ça sent pas bon quand tu passes du week-end, de la semaine au week-end. Des chiffres et des lettres, c'est exactement ça. Mais Anita avant, peut-être Ah ouais, peut-être mais Anita avant, pourquoi pas. Donc, souvent, quand on te passe le week-end, tes audiences, elles baissent, ton public n'est pas au courant que t'es le week-end, donc tu chutes et on dit que tu fais plus d'audience, et c'est ciao. Question pour un champion, c'était loin de faire des mauvaises audiences, clairement. C'était l'une des informations du Parisien qui expliquait que le départ de questions pour un champion pouvait être lié aux audiences et pour faire des économies. Donc voilà, c'est vrai que c'était loin de faire des mauvaises audiences. Il y a eu un petit coup de mou, mais de là à dire que ça fait des mauvaises audiences, on est sur France 3, on est sur des audiences qui fonctionnent bien. On est sur une émission aussi de culture générale, donc c'est aussi important de se dire que c'est une émission de culture générale. Et donc, ouais, j'ai vu la réaction de Samuel Etienne. Pensez-vous qu'un retour de l'été tout est possible sur France TV? C'est pas au rendez-vous. Il a eu raison de quitter son CDI. Est-ce que le fait qu'il ait quitté son CDI, c'est aussi une punition de France Télévisions? Je pense qu'il y a pensé, hein, Monsieur Samuel Etienne. Je sais pas si le nom va vendre, mais vas-y, c'est médiatique et pas reconduit. Bah, on sait pas encore c'est médiatique, c'est possible. Cible trop vieille. Ouais, mais après l'après-midi, c'est les vieux hein, qui a François. Delphine a été nommée pour respecter le nouveau budget. Ouais, c'est vrai, like. Donc, en effet, sur cette chose, le producteur Fremantle s'attriste
d'apprendre ça parce que pour eux, c'est quand même un manque d'argent qui va entrer dans les caisses et un partenariat qu'ils avaient depuis plusieurs années avec France Télévisions et donc des équipes aussi qui vont partir parce qu'on parle souvent, voilà, c'est 8 ouin ouin ouin. Question pour un champion qui passe, qui perd sa case quotidienne, c'est du manque à gagner et des salaires en moins pour des techniciens en moins. Donc c'est aussi, voilà, il y a un impact pour une émission qui était aussi présente depuis plusieurs années, qui avait une rédaction qui rédigeait des questions. Donc c'était une émission qui était mythique. Donc voilà, on est sur vraiment une... Ouais, oui, c'est ça, 1,1 million, t'as raison, Kenza. Qu'est-ce qu'ils vont mettre à la place? Bonne question. Est-ce que Slam va rester? Voilà, comment est-ce qu'ils vont faire? En tout cas, pour Samuel Etienne, il va tout faire pour le faire revenir en quotidienne. Il propose même que lui se retire pour savoir si c'est lui le problème. Il est prêt à se retirer de Question pour un champion. Il estime que c'est pas une audience justement parce que pour lui les audiences sont plutôt bonnes et c'est plutôt vrai. Il explique que c'est pas les économies parce que il précise que Question pour un champion est l'un des programmes les moins chers de France 3. Donc ça, moi j'ai pas cette confirmation, mais ce sont ses propos. Et pour lui, et c'est probablement vrai, euh, ils peuvent pas tèche le jeu des 1 000 euros. Bah ouais, mais il est tout récent. Fremantle, ils ont incroyable talent et l'amour est dans le pré. Le moins cher par rapport à l'audience. Ouais, ouais, complètement. Bah, c'est sûr. Donc c'est pour ça, ouais, l'un des moins chers de France. Bah, c'est sûr qu'on comparé à d'autres programmes. Après, il est vrai que quand tu dois faire des économies, bah, tu cherches aussi du renouvellement. Donc, en vrai, juste arrêter question pour un champion en semaine et ne le remplacer par rien, c'est peut-être décaler cela, mais remettre une rediffusion de Rex l'après-midi, tu fais des économies. C'est mécanique, c'est mathématique. Donc sur ça, c'est sûr que ça va faire des économies pour France Télévisions. Pas énormément non plus, hein, ils vont pas réussir à régler les trous de ce qu'attend le ministère de la Culture. En revanche, ça va faire des économies. Ensuite, je vais prendre aussi la défense de France Télévisions. Ils ont le droit de vouloir du renouvellement. Ils ont le droit d'essayer de se dire peut-être qu'ils veulent proposer une nouvelle production, un nouveau quelque chose, et que une émission n'a pas à être éternelle. Elle peut aussi mourir et puis en avoir des nouvelles et créer des nouveaux bangers, des nouvelles histoires à raconter. Et ça peut être aussi vachement intéressant. Et donc, euh, c'est la liberté de France Télévisions. Quand Samuel Etienne n'a pas forcément pleuré le départ de Julien Lepers, qui lui aussi bah, s'était fait éjecter sur une décision arbitraire de la direction de France Télévisions. Quand on a eu Motus ou Les Amours qui ont été arrêtés, c'était aussi vraiment des émissions emblématiques. Et c'est aussi une marque de la part de Delphine Ernotte de vouloir lancer aussi un nouvel élan à France Télévisions pour pouvoir dire bah, peut-être qu'on va lancer des nouveaux jeux, des nouveaux visages, une nouvelle personne aux 20 heures. Voilà, une nouvelle dynamique. Donc, je pense que France Télévisions a aussi le droit de vouloir euh, remuseler, modifier, réfléchir à une nouvelle grille pour septembre. Oui, ils ont fait la même chose pour les chiffres net. En général, on fait ça, c'est comme quand voilà, on donne la rage à son chien pour pouvoir le tuer après. Euh, ouais, que c'est pas une création française. Bah ça, je trouve ça un peu nul. Si c'est vrai, je trouve ça un peu nul, tu vois, Hugo. Météo à la carte, j'aimais bien Marine Vigne et Laurent Romeshko. Il y a qu'en France qui a plus de 2 saisons, ce jeu de... À force, on a oublié que c'est anglais. Ouais, c'est vrai. Plus facile de stopper Etienne que Curin pour l'image de handicap et popularité de Ferro. C'est possible, François, c'est possible. Mais surtout que vu que Samuel Etienne n'a plus de contrat en CDI, en vrai, The Live question pour un champion, ils sont même pas obligés de reprendre Samuel Etienne. Donc, France Télévisions, oui, oui, Kenza, c'est ça. On donne la rage à son chat pour le tuer après. On va bien mettre Derek à la place. Voilà, ouais. France Télévisions se modernise pour la rentrée car il faut, mine de rien, de l'audience. Après, il y a l'audience et il y a l'image. Et je pense que c'est un peu l'idée. Je suis fatigué, ouais, un peu. On donne la rage à son chien pour le tuer après. Mais j'ai dit quoi? J'ai dit. J'ai pas dit ça, Kenza? J'ai cru que j'avais dit cette phrase, mais. Théo Curin est- ouais, était au top sur France 4. En vrai, on s'en fout s'il part de Slam. Oui. Après, en vrai.
Les gens s'habitueront, c'est un nouveau jeu, c'est un nouveau programme. Ah si, si, je l'ai dit, oui, oui. Bah pour moi c'est ça, hein. C'est que en vrai, quand te passes de semaine en week-end, uniquement en week-end, tes audiences vont baisser, et une fois que tes audiences sont baissées, bah on a l'argument, bah là t'as plus d'audience, on arrête ton émission, frérot. Donc la baisse de Kepuk vient de la grosse baisse de Slam. Euh, et il mange même pas encore trop. Ouais, ouais, ouais. En vrai, je trouve que c'est un peu fort de café, même tout court, de parler de baisse d'audience à partir du moment où les audiences sont bonnes. En vrai, on peut pas être comme ça, c'est qu'à un moment donné, la télévision, c'est aussi un média qui est en baisse, donc arriver à garder des bonnes audiences, et surtout, c'est les parts de marché. Regardez les parts de marché. Il y a le nombre de téléspectateurs, mais les parts de marché. À son horaire, un horaire où il y a un public qui est assez âgé, il y a une part de marché qui est forte. Garder une part de marché forte, c'est quand même quelque chose de fort. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure. Ils font le million, tu viens de parler de baisse. Exactement, exactement. Ils ont le million de téléspectateurs, mais surtout, ils ont une forme de part de marché. Et en vrai, c'est dommage de sortir la baisse. Ça sent le destin à déchiffrer des lettres. Et ne pas oublier aussi qu'ils ont une nouvelle concurrence sur M6 avec La Roue de la Fortune qui est en frontal et qui est un jeu en concurrence. Pas de culture générale, La Roue de la Fortune, mais qui est un jeu en frontal d'un jeu. Et voilà, un public de jeu peut peut-être aussi se sentir un peu divisé. Même si Question pour un champion reste un public comme assez âgé, voilà, faut quand même se rappeler. Moi, c'est le souvenir de l'un de mes oncles qui restait longtemps devant la téloche et quand j'arrivais, il était dans clair-obscur à regarder Question pour un champion avec Julien Lepers. Oui, 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 oui. Donc voilà. Mais oui, mais en fait, ça baisse, ça monte. C'est comme quand on me dit quotidien, c'est en chute et ils vont passer de 2,3 millions à 1,9 million. Ça reste des audiences ultra puissantes. C'est ça le truc, c'est que on pense qu'une émission ne peut que monter. Non, des fois, elle peut stabiliser, chuter un peu, mais ça dépend si c'est une chute, genre d'année en année, il perd 200 000 téléspectateurs, ou voilà, ça stabilise et c'est de bonnes audiences qui permettent aussi d'avoir des bons retours sur investissement. Bien sûr, ça fonctionne moins le week-end, bien sûr, ouais. Oui, t'as raison, Lenny. C'est vrai que des chiffres d'affaires, ça paraissait un peu vieux. D'ailleurs, c'était l'émission la plus vieille de l'histoire, hein. Que là, question pour un champion. Peut-être le titre, il est un peu vieillot encore. À mon avis, ils vont faire du décrochage local sur la tranche. Ça va faire 1% pour Hugo. Ouais, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Bon, sur Instagram, cette semaine, je vais faire des stories où les gens vont pouvoir voter pour ces catégories-là. Animateur télé de l'année, animateur radio de l'année, présentateur de l'info, la matinale de l'année, le divertissement de l'année, le magazine de l'année, le jeu de l'année, le coup média de l'année, la soirée de l'année, le chroniqueur de l'année, la chaîne hertzienne de l'année, la chaîne TNT de l'année, la chaîne info de l'année, la radio de l'année, le journaliste de l'année et la rédaction de l'année. Ah, connexion instable. Si vous avez des idées quelconques pour certaines catégories, je veux bien que vous me le disiez. N'hésitez pas. Surtout que je sais pas si c'est un argument, mais le public c'est grave rajeuni, c'est dommage de faire des couples sur un jeu qui. Bah non, le public c'est pas. Ah, de l'émission, ouais. Euh, Mais je pense vraiment, l'Onely, c'est vraiment pour faire des choix éditoriaux et pour aussi montrer bah, son nouveau mandat à Delphine Arnault. Donc voilà, je vais essayer d'en trouver quatre pour chaque. Ça va vraiment être très très dur. Je me prendrai des vagues de gens qui seront en désaccord. Euh, mais voilà. Si vous avez des idées, journaliste de l'année, la rédaction de l'année, la meilleure audience de l'année, bah là, c'est la différence difficile à juger. Mais voilà, sur Instagram, je ferai des petits sondages. Les gens voteront pour qui ils veulent, pour leur animateur, pour leur animatrice, leur matinale, etc. J'en mettrai quatre, il y aura peut-être pas tout, ça va être un peu compliqué, essayer de trouver le bon fonctionnement. Et donc du coup, je pense qu'on va essayer de faire en fin de semaine le résultat pour se dire quels vont être le meilleur animateur télé, les meilleurs trucs, les meilleurs présentateurs, les meilleures matinales. Et ça peut être assez intéressant à faire. Et ça va être sympa. Là, c'est vraiment du.
LOL, c'est archive rétro. T'as pas Instagram? Ah merde, dommage. Dommage, dommage. Parce qu'en fait, c'est sur Instagram qu'on peut voter, faire des vraies audiences. Moi, j'ai 4 noms pour la chaîne TNT. Tu penses à quoi, Lunelli? Donc voilà. Donc ça va être un peu cette idée-là. Sur X, si tu veux. Ouais, mais sur X, c'est pas le même public que là où je fais mes vidéos. C'est ça le problème, Faisal. C'est ça le problème. Bon, là on est de moins en moins parce que tout à l'heure je me suis fait enfin de la photo de Laurence Boccolini, ça a vraiment bloqué. Ouais bah je peux pas mettre ça, le Nelly. Je mets que des chaînes qui n'existent pas ou qui n'existent plus ou qui ne fonctionnent quasiment plus. Euh, N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à m'envoyer vos idées, n'hésitez pas à aller voter si vous pouvez voter sur Instagram. Merci encore pour la soirée, j'espère que ça vous a plu. Voilà, comme je l'ai dit, le live il s'est fait bloquer, donc vous pouvez plus avoir de nouvelles personnes à cause de la photo Laurence Boccolini. Je vais pas live demain, non, non, de la journée, elle va être... Bisous Kenza. Je vais pas, je peux, j'essaie de live, voilà, j'essaie 2 fois par semaine, mais j'ai pas mal de choses. J'espère que ça vous a plu, voilà, restez connectés. On termine toujours avec un petit générique. On va terminer sur question pour un champion, hein. J'espère passer une bonne soirée. Reposez-vous bien. Attention aux grosses chaleurs. J'espère que chez vous il va pas faire trop chaud. Et on se quitte sur ça. Bonsoir les amis, j'espère que vous avez passé une belle journée. Alors, par contre, vous allez me voir encore manger du Pas poulet, ouais. d'intro, hein. Cette anecdote sur Toulouse, c'était Ils ont changé l'interface. Du coup, vous allez peut-être me voir encore. Ils ont changé l'interface. Et comment est-ce qu'on arrête le live? Faut que je clique ici. Ouais. Ciao, bisous à chacun.